grande distribution. C'est une invention française, en fait, la grande distribution. Parce que les Italiens, ils ont beaucoup mieux préservé leur territoire. Moi, je dirais une malédiction française. La grande distribution, c'est une des 10 plaies d'Égypte. Enfin, c'est quelque chose d'inouï. Ça délocale, ça nous a coûté en emploi, ça nous a coûté en sécurité, ça nous a coûté en qualité. Ça nous a coûté en centre-ville. En centre-ville. Non, mais c'est une catastrophe en esthétique. Tous les entrées de ville sont massacrées. Enfin, moi, je passerai ma vie à faire le procès des grandes surfaces. Mais là, la question, c'est... c'est lié. Oui, mais parce que les grandes surfaces s'appuient sur les grands groupes. Les grands groupes s'appuient sur les grandes surfaces. Les deux s'allient pour tuer tous les petits qui essayent de faire un peu du local, etc. Et ça, voilà comment. Est-ce que ça va pas permettre de mettre des normes mais à chaque fois on dit ça, il y a un nouveau scandale qui arrive. Non, mais là, la question, c'est de savoir si on a affaire à un système. Parce que Lactalis est quand même très célèbre pour étrangler ses fournisseurs. Il y avait un reportage Cache Investigation. Cette volonté vraiment du profit maximal explique ce dysfonctionnement. Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a quand même deux faits quand même très très étranges. C'est que Lactalis ne prennent pas seront indemnisés du genre on va vous donner un peu d'argent, donc calmez-vous. Enfin, je trouve que c'est presque un cas d'école d'une communication catastrophique. Il reste à savoir si c'est le symptôme un problème sanitaire beaucoup plus grave en France. Bien, on va suivre le dossier. Oh, messieurs, alors le gong a retenti, mais aussi vous avez un message, dites-moi, figurez-vous. Hein? Alors, il y a un message de Magali qui dit « Que pense-t-il de Parcoursup? Est-ce vraiment le problème dans l'éducation ?» En sous-texte, messieurs, faut-il comprendre que la sélection à l'université, à l'entrée à l'université va peu à peu advenir en France? Moi, j'ai pas de position philosophique arrêtée. Je dis simplement que n'importe quel système sera préférable à celui que j'ai connu à l'université. Celui que j'ai connu à l'université, ça consistait à parquer des centaines d'étudiants dans des filières où ils n'avaient rien à faire. Ils s'inscrivaient là parce qu'ils ne savaient pas trop où aller. Si bien que moi, j'étais en lettres... à la fin de l'année, en décembre? Avant, au bout de 15 jours. Il y avait les premiers départs en masse. C'est-à-dire que moi qui étais en lettres modernes par amour de la littérature, je me retrouvais avec des gens qui, au bout d'une semaine, disaient « mais en fait, ça m'intéresse pas du tout ». Au bout de 15 jours, on avait perdu 100, etc. Et arrivé en 4e et 5e année, il n'en restait plus qu'une dizaine. Donc je pense que tout est préférable à cette entreprise de massification de l'éducation qui est fait absolument sans discernement. Enfin, après, on était au tirage au sort il y a quelques mois, donc là, il change un peu le principe, c'est quand même... Je comprends, mais enfin, entre le tirage au sort et le fait de dire... ouvrons les portes et venez alors que vous n'avez rien à faire ici, je pense qu'il y a un moyen terme à trouver. Non, mais moi j'ai une position très simple, très claire, je suis pour la sélection. Voilà, à tous les échelons. Je suis pour la sélection en 6e, je suis pour la sélection en 3e, je suis pour la sélection pour remettre un bac qui vaille qui soit vraiment le bac, qui soit pas donné même sauf à ceux qui ont tué leur père et leur mère. Je suis pour la sélection à l'entrée de l'université, comme dans les grandes écoles. Je suis pour la sélection à tous les étages. Je pense que on s'est laissé depuis 40 ans noyer par la massification. Il y a le général de Gaulle avait déjà vu ça dans les années 60. Il avait très bien compris que la massification qu'il mettait en œuvre était... Mais on la lui a imposée. Comment? Il se l'est laissé imposer. Exactement. Ouais. Et même lui a cédé devant, c'est ça que je voulais dire, devant les syndicats de l'éducation et devant... on va refaire un débat sur l'éducation nationale. Là, c'était juste pour avoir répondre à Magali. Voilà Magali. Merci messieurs. C'est maintenant l'heure de notre premier débat. L'Europe est en proie à la plus grande vague migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France prépare donc une nouvelle loi, asile et immigration. Une loi pas encore rédigée, mais déjà très polémique avant de recevoir Pierre Henry, le patron de France Terre d'Asile et la députée apparentée LaREM, Sodia Crimi. Voyez cette mise à jour de Gaël Atlan. La vitesse.
what we started to do, probably you heard about that end of last year, if we send people to protect directly in the countries, and when they have the right to Du dialogue, de l'écoute et de la fermeté. Emmanuel Macron opère plus que jamais un travail d'équilibriste sur l'épineuse question de l'immigration et notamment du droit d'asile. Sur le sujet, le président et d'efficacité. Première mesure polémique, la circulaire Collomb éditée le 12 décembre dernier et qui stipule pour les équipes mobiles d'être dépêchées dans les centres d'hébergement d'urgence afin de recenser les étrangers. Recensement, certains entendent rafle, tri et convoquent les pages les plus sombres de l'histoire et ce, au sein même de la majorité. Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes. Tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Dire le contraire, c'est jouer avec les peurs. Aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait osé aller jusque-là. Monsieur Sarkozy était violent verbalement, mais sur le terrain, il était pragmatique. Monsieur Macron est doucereux verbalement, et sur le terrain, c'est la dague. Le 11 janvier, alors que la polémique ne cesse d'enfler, le gouvernement a présenté les grandes lignes du projet de loi à venir, asile et immigration. Le texte prévoit entre autres le renforcement et l'accélération des procédures administratives. Nous voulons mieux accueillir, mieux intégrer toutes les personnes qui ont le droit d'être sur nos territoires. Et ce que nous voulons, parce que nous ne pouvons pas tenir cette promesse, c'est organiser des modalités de reconduite à la frontière des personnes que nous ne pouvons pas accueillir et nous ne pouvons pas intégrer. Moins, mais mieux donc, selon le gouvernement, sans convaincre pour autant les associations et les syndicats. Notre pays est en train de perdre son âme sur la question de la politique des migrants. Simplement, l'asile, ça n'est pas l'accueil. Je pense que quand il y a des désaccords entre le peuple et les intellectuels, c'est parfois parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels. Il faut se garder des faux bons sentiments. Il faut se garder de toute brutalité. On s'honorerait à avoir un président de la République qui respecte les principes sacrés de la République. Et il faut avoir cette exigence chevillée au corps. Hier, après un mois de polémique, Emmanuel Macron et Gérard Collomb se sont rendus à Calais, ville emblématique de l'incapacité des politiques en matière d'immigration. Mais cette visite est bien plus que symbolique. Le chef de l'État est venu défendre sa politique migratoire controversée avec un discours martial. L'ordre républicain vaut pour tout le monde. On fait la République au concret. On ne la fait pas en deux lignes. Un matin de mauvaise conscience. L'objectif, oui, il est bien d'accueillir tout le monde de manière inconditionnelle, de vérifier tout de suite, de pouvoir instruire rapidement, de protéger les uns, de raccompagner les autres. Avec ce projet de loi et cette détermination, Emmanuel Macron est-il dans la continuité de Michel Rocard qui posait déjà des limites à l'accueil? Ou bien a-t-il été déjà plus loin que Nicolas Sarkozy au risque d'hypothéquer son quinquennat? Voici Sonia Crimi et Pierre-Henri. Bonsoir. Asseyez-vous, prenez place. On vous a donc mis évidemment la chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelle Être né quelque part pour vous accueillir. Bonsoir Sonia Crimi. Vous êtes députée mais pas apparentée LaREM ou apparentée LaREM? Je ne suis plus apparentée LaREM. Vous n'êtes plus apparentée LaREM à cause de ce dossier, justement? Ah non. C'est les conditions de mon élection. En fait, j'étais élue sans étiquette et j'ai gagné. Et donc, j'ai rejoint En Marche en apparenté. Et là, depuis 2 ou 3 mois, il me semble, je suis la République En Marche à part entière. J'ai battu un République En Marche en fait au deuxième tour. D'accord, je croyais que vous étiez passé France Insoumise. Voilà. Non, je ne suis pas, je n'ai pas de dogme, je n'ai pas été dans d'autres partis. C'était une petite mise au point. Et alors, on vous a vu dans le sujet il y a quelques semaines ému, notamment sur la circulaire Collomb sur le sort réservé aux migrants. On va en parler. Oui. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Alors, qu'est-ce que vous inspire, quel commentaire vous inspire la visite d'Emmanuel Macron hier dans les Hauts-de-France? Un président vertical sur un sujet régalien et qui fait son job, qui félicite les forces de l'ordre, qui pose un certain nombre de problèmes là où ils doivent être posés, c'est-à-dire au niveau européen.
notamment avec la nécessité de réexaminer un certain nombre de règlements, de directives, notamment le règlement Dublin, on reviendra sur l'explication, qui pose la nécessité de revisiter la relation bilatérale avec la Grande-Bretagne. Évidemment, puisque la Grande-Bretagne a externalisé sur le sol français depuis bien longtemps sa politique d'asile et d'immigration. Et puis, qui défend son ministre de l'Intérieur et le projet de loi tel que on a pu en voir les grandes lignes. Bon, maintenant, c'est un discours. Et après Calais, après le discours de Calais du 16 janvier 2018, il reste la réalité sur le terrain et pas simplement à Calais. C'est pas un discours, c'est un autre discours. Parce que vous parlez d'un président vertical sur un sujet régalien. Ce qu'on a entendu hier et ce qu'on a entendu les jours précédents, c'est très différent de ce que disait Emmanuel Macron il y a encore quelques mois. Ça va dans le sens, alors chacun choisira le mot qui lui convient, d'une plus grande fermeté, ou en tout cas de plus, il y a plus de fermeté envers les demandeurs d'asile et les migrants en général. Comment vous recevez ça? Non, il y a une recherche de cohérence. Le grand problème, c'est qu'en réalité, dans notre pays, et c'est particulièrement indigne, on ne sait pas accueillir les migrants lorsqu'ils arrivent sur le territoire. Ce qui fait qu'il y a des milliers de personnes qui restent à la rue et dont on ne sait d'ailleurs pas s'ils sont demandeurs d'asile ou pas. Aujourd'hui, la mission de premier accueil est confiée à la police. Et la police, elle fait ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire, elle disperse les flux. Elle ne traite pas du sujet. Et donc, l'angle mort, d'une certaine manière, du discours d'hier, c'est bien la nécessité de mettre en place un dispositif d'accueil digne et vertueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont un toit sur la tête, ils peuvent manger, ils peuvent se reposer, mais ils déclinent aussi leur identité, puis ils sont orientés vers les dispositifs qui vont bien, c'est-à-dire et qui ont la charge de déterminer l'accès à l'asile ou pas. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la Cour nationale du droit d'asile, je rappelle que nous sommes signataires d'une convention qui s'appelle la Convention de Genève. La Convention de Genève, elle examine les dossiers au cas par cas et pas en fonction des nationalités. Et puis ensuite se pose la question, évidemment, de l'éloignement. Mais ce qu'il faut faire, c'est, dans l'ordre, un dispositif d'asile digne et vertueux, un examen rapide des situations, une politique d'intégration. Ceux que l'on ne peut pas renvoyer parce que ils viennent de pays en guerre ou parce qu'ils vivent depuis longtemps sur le territoire, on les régularise. Et puis enfin, donc vous validez les intentions, si je comprends bien. On renvoie. Mais non, il manque le dispositif de premier accueil encore. Sinon, pour le reste, il est difficile. Il est difficile. Je croyais que vous étiez vent debout contre la loi Collomb. Je comprends rien. Parce que vous mélangez tout. Ah, c'est mélangé. Je vous pas dit encore un mot, mais je vous préviens, moi je parle pas le sémourien. Ah bon, d'accord. Oui. Donc, je vous ai dit simplement, je croyais que vous étiez pas encore vent debout contre la loi Collomb, c'est tout. Mais, pour l'instant, j'ai dit que ça. Eh bien, parce que il y a aussi des différences dans le milieu associatif. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'associations dont nous sommes d'ailleurs, qui refusons la circulaire sur l'hébergement. Vous voyez. Bien. On avance. Mais oui, on va avancer. C'est sûr qu'on va avancer. Oui, mais pourquoi? Tout simplement parce que l'hébergement est considéré comme un domicile. Et pour le domicile est considéré comme inviolable, sauf décision de justice. Bien. Ça, c'est la règle dans tous les établissements médico-sociaux. Et dans l'hébergement d'urgence de droit commun, en réalité, c'est simplement une décision administrative du préfet qui peut mettre les gens dehors sans aucune décision de justice. C'est contre cela que nous allons. Pour le reste, en ce qui nous concerne, nous faisons une distinction entre l'asile et l'immigration.
L'asile, c'est un devoir de la France. Mais nous disons aussi que chacun doit être accueilli en dignité. Moi, pour répondre à la question de Nolo, je ne pense pas que Emmanuel Macron a changé, parce que quand on a rédigé vraiment le programme d'Emmanuel Macron, on n'est pas rentré dans les délais, dans les détails, et on n'a pas promis cela. Mais en revanche, l'état d'esprit d'Emmanuel Macron était très très clair, vers une vision plus humaniste, plus digne et plus respectueuse de tout le monde. Il a cité l'Allemagne à l'époque, et personne n'a raté cela. En revanche, ce qu'on dit aujourd'hui, bien évidemment, qu'on a un socle asile, et ça, aucune discussion autour de cela, aucune discussion autour des moyens qu'on doit donner face à cette loi, on en discutera après. Il y a un deuxième socle qui est immigration. Aujourd'hui, on doit être aussi responsable et dire aux personnes qu'on ne peut pas accueillir chez nous, qu'on ne peut pas. Donc il faut être digne, parce qu'il n'y a pas pire qu'un espoir déçu. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez des personnes qui rentrent chez vous. Après, vous avez une vie qui se passe. 2 mois, 3 mois, 1 an. 14 mois, c'est le délai aujourd'hui pour répondre. 11 mois. 11, 14, on dit, voilà, entre 3, 6, très, très, très bien, on a un délai. Entre-temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vivent. Aujourd'hui, entre ce moment-là et le moment où les personnes, on leur dit, vous restez chez nous et on vous accueille, il y a une politique d'intégration qu'il faut mettre en place, qu'il faut renforcer par des cours de français, on ne reviendra pas dessus. En revanche, il faut qu'on soit très très clair vers les personnes qui ne peuvent pas rester chez nous. Mais il y a un laps de temps qui se passe. D'accord ? Et les gens errent. Et les gens errent dans les rues. Donc, on ne peut pas aujourd'hui en France avoir, entre ces deux tons, avoir une population qui erre en France et qui n'a aucune existence juridique. Alors, moi, j'aimerais un peu remettre les pendules à l'heure. On me parle de droit d'asile, ma pendule et mon heure. Oui, voilà. Mais vous savez, en général, je parle toujours pour moi. Il est rare que je parle pour les invités. Donc, qu'est-ce que le droit d'asile ? Le droit d'asile, c'est Victor Hugo à Guernesey. Le droit d'asile, c'est Solzhenitsyn dans le Vermont. Le droit d'asile, c'est Milan Kundera à Paris. Le droit d'asile, c'est Mazzini, le héros de 1848. Chimiquement pur. Exactement. C'est-à-dire des individus qui des héros, pas du tout, des héros de la liberté, des héros de la liberté qui demandent l'asile parce que leur régime est tyrannique et leur vie est en danger. Quand on a 100 000 demandes de droit d'asile, 73 000 exactement. 100 000 les statistiques officielles. Alors vous avez 75 000 en 2016 et 100 000 à la fin de 2017. Merci. Mais non, 100 000. On parle des premières demandes. Et il y en a 85 000 qu'on a déjà repoussées. Bon allez, 73 000 premières demandes. Quand on est à 100 000, ce n'est plus du droit d'asile. Ce n'est plus du droit d'asile. C'est des réfugiés syriens, irakiens, je finis 2,5 millions parce que la querelle est d'abord sémantique. Mais c'est forcément des gens migrants, ça veut dire qu'ils ont le droit de migrer. Moi, j'estime que des gens... ça veut dire quitter son pays. Absolument. Ça veut dire quitter son pays, franchir une frontière et s'installer dans un autre pays au moins pendant 1 an. Non, ça c'est la définition de l'Organisation des Nations Unies. Mais je me moque de l'Organisation des Nations Unies. Vous vous moquez de tout. Absolument, parce que l'Organisation des Nations Unies... Absolument. Mais laissez-moi parler, je vous ai laissé parler sage. L'Organisation des Nations Unies, monsieur, organise l'invasion de l'Europe. Oui, voilà. Absolument. Délibérément. Il y a des chiffres apocalyptiques. D'ailleurs, je vous renvoie au rapport de l'ONU qui veut qu'on prenne des millions d'immigrés. C'est ce qui va arriver avec vous. Non. Donc je dis... Il y a un trait démographique. C'est un rapport de 2000 qui parle de la nécessité pour l'Europe, en raison du vieillissement, à l'échéance 2050, d'avoir une certaine migration. Oui, de millions de personnes. Mais arrêtez. Mais non, c'est pas, j'arrête pas du tout. Non, je vais continuer même ça. Vous vous embêtez, je vais continuer. Depuis 10 ans, mais vous aussi c'est attendu, vous savez. Nous sommes là pour ça, pour délivrer des discours
attendu et que les gens je vous après propose d'avancer un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a, depuis des années, 200 000 immigrés réguliers par an. C'est-à-dire regroupement familial, étudiants, mariage. Ça vous pose un problème, les étudiants? Énorme. Ça vous pose un problème, les étudiants? Laissez-moi parler tout le temps. Si vous m'interrompez tout le temps, je ne peux pas finir. C'est extraordinaire. Oui, ça me pose un problème. 80 000 étudiants chaque année. Oui, monsieur. Ça me pose un problème. C'est une politique qui est assumée par tout le monde. Non, pas par le peuple. Par les élites et par les autorités. Mais le peuple est contre. Regardez tous les sondages. Vous avez le peuple? Non, les sondages. Les sondages, monsieur Henry. Les sondages. L'opinion publique. Oui, l'opinion publique. Oui, je sais que vous vous asseyez dessus, que vous n'avez rien à foutre. Fini ta mais moi, démonstration. ça me concerne, le peuple français. Fini ta démonstration. Deuxièmement, 200 000 réguliers. 200 000 au moins irréguliers. 100 000 droits d'asile. Ça fait à peu près 500 000 par an. La démographe Tribala dit on a un rythme d'immigration qui correspond aux années Pompidou, c'est-à-dire les années de la plus grande croissance et de la plus grande immigration. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce droit d'asile? Ce sont des hommes, pour la plupart, il y a très peu de femmes, très peu d'enfants, ce sont des musulmans, pour la plupart, qui viennent d'Albanie, d'Afghanistan. Juste une remarque. Mais le grand remplacement, il est évident. Il est évident. Moi, je pense que c'est discussions qui n'ont rien à voir avec le cœur du sujet de, c'est le cœur la du loi. Sujet, madame, Non. Moi, je pense que ces questions migratoires qui vont être utilisées par les extrêmes, dans les deux extrêmes, parce qu'à chaque fois c'est la même histoire, à chaque fois c'est les musulmans, à chaque fois c'est les gens horribles. C'est la réalité, les gens ils viennent chez nous pour être heureux. Non. Les gens ils viennent pas chez nous pour nous embêter. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas des effectifs manquants dans les préfectures, dans les sous-préfectures, moi, dans les pas les accueillir, madame. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'un monsieur que j'ai rencontré, je vais l'appeler Monsieur T. Monsieur T, c'est son 7e séjour au CRA en 2017. Madame, je ne veux pas les accueillir. Il fait prison. Ne me demandez pas comment on les accueille. Je ne veux pas. Et après, il fait la rue. Et après, il vole quelque chose. Et après, on le met en prison. Et on le met. Dire ce que vous dites, c'est ne pas voir la réalité en face. La réalité, madame, c'est 90% des députés du droit d'asile qui ne repartent jamais. Migratoire qui va. C'est un sujet, ça. Celui-là, c'est un sujet. C'est un sujet. Oui, mais alors, attendez. Je vous remercie. Si vous êtes un peu sage, on peut peut-être discuter. Je suis toujours sage, vous savez, je suis toujours sage. Malheureusement, je suis toujours sage. Oui, vous avez raison. 10% des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, aujourd'hui et depuis près de 40 ans, ne repartent pas pour différentes raisons. 90% ne repartent pas, pardon. Oui, 10%. Vous avez dit 10%. 10% repartent. Ah, voilà, d'accord. 10% repartent. Il y a un vrai sujet autour de cela. Maintenant, c'est pas aussi simple que vous voudriez le dire. Si, c'est très simple. Il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent être renvoyées dans leur pays parce que le pays est en guerre, même s'ils n'ont pas le droit d'asile. Ensuite, vous avez les pays d'origine qui ne délivrent pas les visas consulaires. Absolument. Parce que l'expatriation est un élément en réalité de ressources pour le pays. Bon, je ne vous le fais pas dire. À partir de là, quand on améliore les procédures de reconduite, lorsqu'elles sont possibles et lorsqu'elles ne contreviennent pas à la Convention européenne des droits de l'homme, évidemment, moi, je n'ai aucun problème. Dans le cadre, c'est normal que vous êtes contre la Convention des droits de l'homme. Parce que dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, tout sauter. Tout sauter. Vous laissez parler. Oui, monsieur. Il faut suspendre. Attends, 30 secondes. Excuse-moi, 30 secondes. Dans le cadre de la. Attendez. Parce que vous ne pouvez pas dire. J'en ai vraiment pour une minute. Excuse-moi. Parce que vous ne pouvez pas dire à la fois le fait que 90% ne rentrent pas de déboutés de droit d'asile. C'est un vrai problème, vous le dites vous-même. Et en même temps, selon la terminologie macronienne, il faut respecter les conventions européennes. Parce que l'un est la cause de l'autre, monsieur Henry. Parce que c'est à cause des conventions européennes et de la jurisprudence européenne qui nous interdit pratiquement de renvoyer quiconque. Et nous sommes dans un... Oui. Moi, je voudrais orienter le débat d'une autre manière. D'abord, je voudrais dire à Éric qu'il est complètement inepte
de mélanger les demandeurs d'asile et les étudiants, par exemple. C'est deux cas complètement différents. Et d'ailleurs, la France a tout intérêt... Dans cette compétition mondialisée, la France a tout intérêt à accueillir le maximum d'étudiants. Mais vous disiez vous-même qu'on était allé foutre le bordel, comme dit le président, dans ces pays-là, et qu'il y a eu 2,5 millions en Libye. Voilà. Mais c'était pour des raisons humanitaires. Vous êtes bien d'accord toujours la même discussion. Que ces migrants sont des gens qui cherchent l'asile. Ceux-là. Non. Ah, si. Mais non. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, si on discutait des chrétiens d'Orient, tu aurais certainement un autre discours. Il faut les accueillir. Et je serais d'accord avec. Ils ne sont pas musulmans. Ah ben voilà. Mais moi j'assume. Mais moi j'assume. Moi j'assume l'université. D'énormes problèmes avec l'islam aujourd'hui. On n'a pas besoin de rajouter des centaines de donc on va fermer les frontières et tout ira très bien. Personne ne rentre au Japon, personne ne rentre en Australie, personne ne rentre en Hongrie. C'est pas la réalité du terrain. C'est pas la réalité des personne ne rentre en Pologne. Le langage grégorien de Nana Vermeau, de toutes les blagues bien odorantes. S'il vous plaît. Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis, il dit « Tout homme a 2 pays, sa patrie et la France ». Oui, mais ça c'est très pratique quand on veut ouvrir un pays, on le fait. C'est notre image dont il s'agit. Donc, également. est-ce que je peux continuer, Mme Crimi ? Allez-y, on reprend. Zemmour assume ce qu'il veut, moi j'assume l'universalité du droit d'asile. On ne regarde pas la couleur de peau ou la religion, c'est inconditionnel, l'asile. Bon. Et donc, Mme Crimi, je suis assez surpris de votre position, parce que je vous ai connue plus véhémente, notamment à l'Assemblée nationale, mais Richard Ferrand nous a prévenu que vous alliez rentrer dans le rang, c'est quand même... il a déjà dit ce que vous alliez voter, donc j'ai la citation, ne m'obligez pas à la faire, c'est pas où je veux en venir. Simplement, je vois qu'il y a 2 choses qui ne vous dérangent pas, qui sont quand même étranges. C'est en effet, moi, un truc qui me paraît très choquant, pas seulement parce que c'est douteux en droit, mais parce que c'est philosophiquement choquant, c'est les contrôles dans les centres d'hébergement. Il y a un droit d'asile, il y a un droit de sanctuaire, je ne trouve pas ça normal. Et ensuite, hier, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y avait quelque chose d'un peu étrange, c'est qu'il a rappelé les forces de l'ordre à la déontologie. C'est peut-être qu'il y a des problèmes de déontologie, c'est peut-être que les demandeurs d'asile ou les migrants en général sont traités de façon indigne avec, on leur confisque le peu de vêtements qu'ils ont, le peu de biens personnels qu'ils ont, on les disperse à coups de lacrymogène, et ça, ce n'est pas compatible avec les droits de l'homme en général, et encore moins avec la France, qui est la patrie des droits de l'homme. Donc je trouve que vous... Oui, il y a des dérapages. Bon, et voilà. Moi, je trouve que vous, qui étiez en pointe sur ce sujet, vous êtes sagement rentré dans le rang, et je trouve ça très décevant. Alors, c'est très bizarre de voir comment on voit vraiment le travail d'un parlementaire aujourd'hui. Un parlementaire est là pour enrichir une loi. Rappelez l'orientation d'une loi avant qu'elle sorte, ça ne veut pas dire que j'étais contre ou ça ne veut pas dire que je suis pour. Aujourd'hui, le texte de loi définitif n'est pas encore là. Donc, moi, je reviens sur l'idée de dire je me suis assagie, je suis rentrée. Il ne s'agit pas de là. Il s'agit que on est en train de faire notre travail de parlementaire. C'est pas ce que dit M. Ferrand. Non, mais écoutez, on a une liberté dans le débat énorme, une unité après dans le vote. On verra selon l'orientation que ce texte va prendre. Richard Ferrand, moi, mais ne vous inquiétez pas. Sonia Crimi, lorsque nous aurons voté ce texte, viendra vous expliquer pourquoi elle aussi, naturellement, elle l'aura voté. On va amender, on va l'orienter, on va revenir sur des points comme l'accueil des mineurs. Non, mais les 2 points que j'ai soulevés, est-ce que vous allez, vous, les soulever à l'Assemblée ? Alors, le texte n'est pas encore là. Le texte n'est pas encore là. Si bien évidemment, il faut revoir. Aller trier, on dit aller trier l'idée de cette circulaire sur le fond. Je suis d'accord qu'il faut raccourcir ou autre, mais sur la forme, je comprends qu'elle choque. C'est pas le lieu. Mais je comprends qu'elle choque. Mais ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, moi je suis pas là ni pour défendre la circulaire ou autre, je laisse d'autres le faire. La circulaire, c'est le petit bout de la lorgnette. Oui, voilà, c'est un tout petit point. La circulaire hébergement, c'est d'une infinie maladresse. Le ministre de l'Intérieur n'aurait jamais dû faire cela. Maintenant que l'on recense les personnes qui sont dans les centres, c'est pas un scandale. La question,
non mais soyons clairs. Le problème, c'est tout simplement l'injonction faite par un certain nombre de préfets de prendre les gens qui sont en situation irrégulière et de les mettre dehors. Les mettre dehors, c'est une solution, ça, dans notre pays, dans la 5e puissance? Évidemment, non. C'est indiqué. Mais c'est une autre question que l'asile. L'asile, encore une fois, il y a une convention, la Convention de Genève, qui regarde les dossiers au cas par cas. Et c'est notre honneur que de protéger un certain nombre de personnes qui méritent l'asile. 43 000 en France en 2017, c'est moins que la moyenne européenne, Éric Zemmour. Vous voyez, on a encore un petit effort à faire, et on va aider le gouvernement à le faire. Ça fait 40 ans qu'on est en pointe là-dedans, vous inquiétez pas. Sonia Crimi, juste un mot de conclusion. Ça fait 40 ans et on va aider le gouvernement français à se mettre au niveau européen. Ce que nous, on ne souhaite pas, c'est que vraiment cette loi soit encore comme les 5 lois votées ces 10 dernières années, soit encore une loi en plus, où on va rajouter X heures là, on va rajouter... Non. Non, l'idée au-delà, bien évidemment, c'est d'avoir des vraies procédures plus simples, des moyens plus dans les préfectures, dans les sous-préfectures, des moyens pour l'intégration, pour les gendarmes, et des moyens aussi pour le nombre d'heures, pour le nombre de cours, le nombre d'heures. On n'enseigne pas assez le français. Je crois qu'en Allemagne c'est 800 heures. En Allemagne c'est 800. Aujourd'hui on est... Je voudrais dire une chose. Il y a un jeu de rôle en vérité. Je reprends la parole. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, dit-on dans les évangiles. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Merci Sonia Crimi et merci Pierre-Henri d'être venu sur ce plateau. Dans quelques instants, nous parlerons de ceux qui ont la tentation de Venise, d'Alain Juppé. Nous parlerons de tyrannie et enfants masqués avec Richard Malka. Et puis il y aura aussi les drôles de Alba Ventura et Sandrine Saroche et Éric Zemmour. On n'est pas content, mais c'est respect du conducteur. Tout de suite, c'est la pub. Sur le plateau de Zemmour et Nolo, je rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux ou sur le sociaux aussi, avec le hashtag ZenPP. On accueille tout de suite Pierre Lelouch. Bonsoir Pierre Lelouch. Enchanté, asseyez-vous, prenez place. On nous a mis J'en ai marre de Johnny Hallyday pour faire votre entrée. J'en ai marre, parce que vous, à la fin de la campagne de 2017, vous avez rendu votre carte. On va en parler tout à l'heure. Vous auriez pu choisir une autre chanson de... Laquelle ? De Johnny. Oui. J'ai oublié de vivre. Ah, bah justement. Qui était bien noir, c'est noir. Non, pas noir, c'est parce que tout n'est pas noir. Pas jusque-là. Bon, mais quand on fait de la politique, on oublie de vivre. Et ça, justement, c'était probablement la plus pointue des chansons de Johnny. On en parlera tout à l'heure. On en parlera de cette tentation de Venise. Vous voulez chanter, Zemmour? On aura tout vu. Non, Comme disait Alain Juppé, qui saisit les hommes politiques. Cette folle envie d'aller voir ailleurs. Nous verrons si elle est d'ordre... C'est moi qui l'ai fait poser un jour à Venise en pleine nuit en revenant de Bulgarie. Mais oui, bien sûr, il le raconte dans un de ses livres. Alors, nous verrons si cette tentation est l'expression d'une nécessité d'ordre psychologique, comme vous le dites, ou plutôt stratégique, pour certains, à l'heure de la recomposition du paysage politique français. Mais d'abord, c'est l'heure de notre grand témoin. Avant de recevoir le grand avocat engagé, Richard Malka, appelons Philippe Val à la barre. Richard Malka en 1 minute chrono dans les yeux de l'ancien patron de Charlie Hebdo, un sujet de Gaël Atlan et Thibaut Vistré. Il y a quelque chose de mystérieux chez Richard. Et parmi les mystères de Richard, il y a ce qui lui fait produire ses scénarios, ses livres et son dernier livre, Tyrannie notamment, dont j'ai lu le manuscrit, qui fait écho à beaucoup de ses passions, à beaucoup de ses convictions. C'est un livre d'écrivain. Il a travaillé parce qu'il avait ce désir d'accomplir une œuvre, un travail sur le récit pour qu'on soit pris dans l'action et que l'écriture soit adéquate au fond. Vous voyez, c'est un travail d'artiste. Il peut y avoir des événements déclencheurs, mais la machine interne, le mystère interne était déjà là.
Dans cette gauche qui abandonne les idéaux des Lumières, Manuel Valls incarne ce qui reste de cette gauche des Lumières. Et que Richard se soit retrouvé par affinité à travailler pour Manuel Valls à un moment n'est pas du tout un hasard. Pas du tout. C'est un homme libre. Et quand on est un politique, on n'est plus un homme libre. Voici Richard Malka. Bonsoir. Bonsoir Richard Malka. Alors, asseyez-vous. Vous êtes scénariste de bande dessinée et vous êtes avocat. Votre nom résonne dans les plus grandes affaires du pays récemment. Clearstream, Strauss-Kahn, Babylou, Bettencourt. Vous avez un lien très privilégié avec Charlie Hebdo, dont vous assurez la défense depuis de nombreuses années maintenant. Et vous êtes désormais auteur de romans. Vous publiez l'excellente Tyrannie chez Grasset. Vous y imaginez une dictature terrible, mais finalement peut-être pas si lointaine. Figurez-vous que depuis une dizaine d'années, aux côtés de Zemmour, il vit lui aussi dans une exténuante dystopie. C'est donc... Je crois que tu allais dire tyrannie. Moi aussi. J'ai dit dystopie. Moi aussi, je pensais qu'elle allait dire connaisseur. Non, j'ai dit dystopie, mais c'est pas mieux. Hein. Qu'Eric Nolot a lu votre livre. Voici son apostrophe. Mon cher Richard Malka, après avoir signé le scénario d'une vingtaine de bandes dessinées, vous avez donc répondu à l'appel du roman. Et d'ailleurs, personne en France ne résiste à l'appel du roman. Même Éric Zemmour n'a pas résisté à l'appel du roman. Même Valéry Giscard d'Estaing n'a pas résisté à l'appel du roman. Même Stéphane Bern n'a pas résisté à l'appel du roman. Encore que dans son cas, l'appel devrait plutôt s'écrire en 2 mots. La France est non seulement le pays le plus politique au monde, mais aussi le plus littéraire. Et le genre littéraire par excellence est en France le roman. Et dans Tyrannie, votre premier roman, il est question d'un autre pays très littéraire, un pays imaginaire nommé Astrasie, d'après son dictateur, Isidore Astry, dont la doctrine est exposée dans un livre intitulé « Le manuscrit du juste ». Alors, en plus de l'arsenal répressif classique des régimes totalitaires, l'Astrasie se distingue par quelques originalités comme la politique de l'enfant unique, la castration chimique et surtout l'obligation de porter un masque pour tous les adolescents entre 14 et 18 ans. Sommé par les autorités de certifier que dissimuler ainsi son visage ne crée pas de troubles psychiques, un pédiatre d'Astrasie fuit en France, perd toute sa famille au passage et assassine ensuite à Paris un diplomate de son pays d'origine. Débute alors un procès très politique où l'accusé est défendu par le brillant mais quelque peu torturé Raphaël Constant. Dès lors, plusieurs questions se posent au lecteur. Commençons par la plus anecdotique en nous demandant s'il s'agit d'un roman à clé. Faut-il, par exemple, reconnaître Alain Badiou sous les traits du philosophe venu témoigner en faveur de la tyrannie pendant le procès? On ne peut pas écarter l'hypothèse. C'est un gros facho, quand même. Mieux encore, Maître Malka se dissimule-t-il sous la robe de Maître Constant? Alors celui-ci, Maître Constant, est décrit dans le roman comme arriviste, cynique, indifférent à autrui. Il entretient par ailleurs des rapports assez distendus à la vérité. On voit par là qu'il n'y aurait pour vous pas que des avantages d'être constant. Chemin faisant, il apparaît aussi très porté sur les drogues en tout genre et se révèle allergique aux tables de salle à manger, aux rideaux, aux miroirs et aux parfums. Oh, le beau cas, comme dit le médecin d'Achille Talon. Deuxième et double question, plus essentielle. Quelle est la valeur littéraire de votre texte? Et surtout, comment avez-vous négocié le délicat passage d'un genre à l'autre? Car le roman procède d'une écriture et même d'une nature très différente d'un scénario de bande dessinée ou d'une plaidoirie. Il existe dans le cinéma américain une longue et solide tradition des films de prétoire, et de même pourrait-on qualifier Tyrannie de roman de prétoire, au sens où le plus réussi et le plus convaincant de votre fiction se confond avec la relation du procès et les formidables joutes oratoires entre avocats. Vous connaissez parfaitement le sujet, dont vous êtes parvenu à faire une belle matière textuelle, ce qui n'était pas gagné d'avance. Pour le reste, qu'il s'agisse de l'histoire d'amour entre l'avocat et une jolie citoyenne d'Astrasie ou des intrigues de palais au sommet de la dictature, je trouve qu'à la manière dont Raphaël Constant remplace quelques-uns des 33 boutons obligatoires d'une robe d'avocat par des épingles à nourrice, les coutures demeurent parfois un peu trop apparentes. Troisième et dernière question, la plus importante, celle de la tyrannie dont il est question ici. Alors plutôt que de vous inspirer de tel ou tel despotisme en particulier, vous avez choisi de tous les rassembler en une sorte de best-of, ou plus justement de pot-pourri, le mot paraît plus juste. Et il se trouve que si cette tyrannie exerce comme de juste une extrême violence envers ses propres citoyens, elle compte plutôt sur la persuasion pour s'imposer dans le reste du monde.
le passage le plus drôle et aussi, il faut bien dire, le plus terrifiant du livre est celui où vous montrez que tous les partis français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, valident une partie ou une autre du programme délirant de la Stasi. D'où ma première question. Craignez-vous qu'à l'avenir, les totalitarismes s'imposent davantage par les armes intellectuelles que par la Kalachnikov et les attentats, en comptant sur notre faiblesse plutôt que sur leur force? Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Je pense que, en tout cas dans ce livre, Isidore Astry, le tyran, a compris que c'est pas en faisant une guerre avec des armes qu'il allait conquérir le monde. Il a compris que c'était par l'idéologie, par les idées. Et c'est effectivement les débats, les combats et les guerres qui m'intéressent. Et si vous regardez l'histoire du communisme, il s'est imposé par une persuasion idéologique, par la conviction et par la transmission de ces valeurs aux intellectuels de gauche dans le monde entier, plutôt que par les armes, ou en tout cas autant que par les armes. Et il n'y a pas de possibilité de guerre réussie sans idéologie forte. Les mots précèdent toujours, le verbe précède toujours. Mais oui, et c'est ça qui est intéressant. C'était de montrer que on excuse toujours les bourreaux, qu'on trouve toujours des excuses aux pires idéologies. Ça a l'air idiot de le dire comme ça, mais quand vous le voyez historiquement, on a excusé les Khmers rouges, on a excusé le communisme, on trouve toujours des excuses. Alors, par lâcheté essentiellement, et puis après on habille ça de grands discours et d'une idéologie de bons sentiments. On parle d'égalité pour sacrifier la liberté. On parle de vertu ou de transparence, là encore pour sacrifier la liberté. Autrement dit, comme François Furet le disait, par antifascisme, on a oublié l'antitotalitarisme. Et ça se répète. Est-ce que ça ne se répétera pas à l'avenir? J'en suis pas sûr. Il y a eu un romantisme de la révolution iranienne. Il y a un romantisme du Venezuela. On trouve toujours des excuses. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de dire le mal est le mal. C'est de dire non, on trouve toujours des excuses au mal. C'est cette phrase de Dostoïevski que je cite dans le livre. Il n'y a rien que l'homme ne préfère à sa liberté si ce n'est l'esclavage. Oui, mais on peut vous retourner l'argument parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant d'ailleurs, mais un peu vertigineux d'un point de vue philosophique. C'est que l'avocat, Maître Constant, veut obtenir l'acquittement de son client. Le client ne nie pas avoir tué cet homme. Il le revendique. Il le revendique parce qu'il dit... Il s'appelle préméditation en plus. Enfin, préméditation. Donc il dit, oui, le crime ne fait aucun doute, la préméditation ne fait aucun doute, mais je veux obtenir l'acquittement puisque mon client n'avait d'autre moyen que de s'opposer à la tyrannie. Mais ça ouvre une porte quand même et à des problèmes vraiment un peu étranges parce que à partir de quand un crime est-il justifiable? Il y a une drôle de collision dans l'actualité puisque Dieudonné a demandé à rencontrer Salah Abdeslam, donc le seul rescapé des tueurs du 13 novembre. Il a envoyé une lettre à Abdeslam et dans la lettre il dit « La violence est un mode d'expression qui surgit quand tous les autres ont échoué. L'attentat a pour but d'envoyer un message fort qu'on ne peut transmettre autrement. » Mais c'est une phrase qu'aurait pu prononcer l'accusé. Alors, bien sûr. Et d'ailleurs, l'avocat adverse la prononce et dit mais si vous ne le condamnez pas, vous justifiez le terrorisme. Mais alors vous, votre position, pas celle de l'auteur, mais celle de l'avocat. Alors, mais moi, ma position, en fait, c'est de mettre le lecteur en face de ce choix. Vous êtes juré, vous avez à juger quelqu'un qui revendique son crime parce qu'il veut faire une tribune politique. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le condamnez comme vous devriez le condamner parce qu'il revendique son meurtre? Il a tué, donc théoriquement, il faudrait le condamner. Mais si vous le condamnez, alors vous légitimez une dictature qui torture, qui tue, qui a transformé un pays en véritable système concentrationnaire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous décidez? Mais les terroristes vont vous dire la même chose. Et ça s'est passé dans l'histoire. L'assassin de Jaurès, et il se retrouve dans la plaidoirie, a été acquitté. Mais les terroristes vont vous tenir le même discours. Il a été acquitté en 18, hein. Absolument, mais il y a toujours des circonstances historiques. Je veux dire, sinon, faut le dire quand même. Évidemment, parce qu'on n'aimait pas Jaurès à ce moment-là, parce qu'il était censé représenter le pacifisme. Mais non, c'est que Jaurès c'était le pacifisme et qu'on avait gagné la guerre et que sinon on se serait laissé vaincre par les Allemands. Mais pourtant, il y avait quelqu'un qui avait tué devant 50 témoins qui revendiquaient son crime et on l'a acquitté. C'est pas la seule fois. Caillot a été acquitté alors qu'elle avait Madame Caillot alors qu'elle avait assassiné de 6 balles
tué. Le directeur de Figaro. Oui, mais elle a tué quand même. Oui, mais c'est un crime passionnel. À l'époque, on a quitté les crimes passionnels. Excuse-moi, mais quand les terroristes... Non, on les condamnait pas, pas lourd. Non, mais voilà. Parlons du présent. Quand les terroristes utilisent les mêmes arguments, en disant... Nous commettons des attentats, nous commettons des crimes parce que c'est le seul moyen pour nous. Vous voyez bien dans la lettre de Dieudonné, il joue à la limite et même à l'extrême limite de cet argument. Qu'est-ce que vous répondez? C'est cette rhétorique-là qui m'a intéressé. Je délivre pas de message, j'essaie de faire réfléchir. Donc à chacun de se positionner. Moi, je pense que les crimes doivent toujours être condamnés parce qu'effectivement, sur le plan des principes, si vous mettez le doigt dans l'acquittement d'un coupable, c'est extrêmement dangereux. Et ensuite, vous allez avoir 12 000 mouvements qui chacun se penche légitime et qui vont vous dire voilà, j'ai tué pour de bonnes raisons. Donc c'est pas possible. Zemmour ? Alors moi, il y a quelque chose que je comprends pas dans votre livre. C'est où vous voulez en venir. Je m'explique. Soit vous voulez faire un sous 1984. C'est ce à quoi j'ai pensé tout de suite. Et dans ce cas-là, 1984, vous vous souvenez, c'est écrit en 1948 et c'est une dénonciation du régime totalitaire stalinien soviétique. À l'époque, je rappelle que tous les intellectuels de gauche sont pour Staline. Donc il y a un grand courage à dénoncer le stalinisme, le communisme, le totalitarisme communiste, quand c'est l'espoir du monde, dixit les intellectuels. Si vous faites ça, vous arrivez en 2017, quand le mur est tombé depuis près de 30 ans, quand le communisme s'est écroulé depuis 30 ans, vous arrivez comme les carabiniers. Dénoncer le totalitarisme en général et le communisme en particulier, c'est très facile quand il n'y a plus personne. Bien sûr. Bon, ça c'est comme les gens qui dénoncent depuis 50 ans Hitler. Ils ne se sont pas aperçus qu'il était mort, remarquez. C'est pas mon propos. Bon, alors, si c'est pas votre propos, déjà, je trouve que le livre est bizarre, parce que il sonne comme ça. Donc déjà, c'est très curieux. Donc si c'est pas votre propos, parce que ça serait, comme disait Marx, mettre une claque à sa grand-mère. Je pense pas que vous mettiez une claque à votre grand-mère. Ah non. Bon, donc, deuxième possibilité. Ce que vous visez, c'est l'islam. Et dans ce cas-là, dites-le. Faites comme Houellebecq, assumez. Ayez le courage, au moins, de dire, voilà, c'est l'islam, parce que l'islam est politique, parce que l'islam est totalitaire, que je vise. Là, vous restez l'islamisme est totalitaire. Moi, j'appelle ça islam. Oui, mais je me permets de rectifier. Mais on a déjà eu cette discussion 1000 fois, donc les téléspectateurs savent que moi, j'appelle ça islam. Non, les gens sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre, et ceux qui n'ont pas entendu, je le dis. Alors, je le répète, pour moi, l'islamisme, c'est l'islam, c'est la même chose. C'est un autre débat, ben, je suis d'accord, c'est un autre débat, c'est Nolo qui m'interroge. Richard Malka. Donc, dans ce cas-là, dites-le. Vous restez dans l'entre-deux. Et je trouve que c'est ça qui gâche votre livre. On ne comprend pas où vous voulez en venir. Et dernière chose, je finirai, j'ai cru comprendre, j'ai jeté la phrase, parce que je pense que c'est la morale du livre, vous allez me dire si j'ai bien compris. À un moment, je crois que c'est l'avocat qui dit « Je préfère ma pensée unique à vos bons sentiments ensanglantés ». Je l'ai pris comme un peu la leçon que vous voulez tirer du livre. C'est-à-dire, en gros, c'est très facile de se cacher derrière l'idéologie pour tuer, ça légitime le... Moi, je suis contre, dites-vous, je suis contre. J'ai trouvé... Alors, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je me suis pas trompé? Dites-moi, après tout, je peux m'être trompé. Hein. Alors, l'intention de ce livre, c'est pas de parler du communisme. Effectivement, il n'y aurait pas grand courage à en parler aujourd'hui, et encore. Parce que c'est quand même pas toujours tout à fait réglé. Mais je suis d'accord avec vous. C'est plus facile qu'il y a 70 ans. Évidemment. C'est plus facile qu'au moment du procès Kravchenko, par exemple, en 1946. C'est pas non plus de parler de l'islam. D'accord. Même si, évidemment, il y a des résonances. Mais oui, c'est pour ça que je vous demande. Mon intention, c'est de globaliser. Mon intention, c'est de donner du plaisir en emmenant le lecteur dans mon imaginaire et dans une histoire, dans un récit, dans un roman. Mais c'est, sur le volet politique, de globaliser tout ça. Parce que tout ça, au fond, c'est l'expression de sentiments, qu'on appelle ça communisme, islamisme ou tout ce que vous voulez. C'est l'expression de quelque chose qui est en nous. C'est ça que je voulais interroger. C'est cette croyance dans la pureté. C'est la volonté de créer un homme meilleur. C'est cette volonté d'exclure le mal qui est à l'intérieur de nous. On arrive toujours à des catastrophes quand on essaie de faire ça. Donc c'est de parler des dogmes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques. C'est d'englober, si vous... Alors, ça n'empêche pas de parler non, mais c'est bien ce qui m'avait avec semblé, des résonances
de ce qui se passe aujourd'hui. Et la référence au voile ne vous a pas échappé. Et évidemment, bien c'est que pour ça que j'ai parlé de l'islam. C'est un thème central de votre Non, mais alors, livre, c'est un thème central. Mais c'est le voile, plus généralement, de toutes les religions et de tous les dogmatismes. Non, mais, alors c'est bien ce que j'avais pensé, et donc c'est quand même le livre et l'idéologie d'un bon bourgeois parisien qui veut sa tranquillité et qui ne comprend pas que l'histoire est tragique. Vous ne pouvez pas me dire ça à moi, qui est combattu assez clairement ces idéologies. Je parle de l'idéologie du livre. Mais à un moment, ça ne vous empêche pas de prendre un peu de hauteur, de regarder des choses d'un peu plus haut, de vous extraire de l'actualité immédiate et de faire une projection. Bien sûr. Alors après, c'est réussi ou c'est pas réussi, mais c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Pierre Lelouch, je vais vous offrir ce livre, parce qu'il est très bien. Merci. Est-ce que vous voyez arriver une tyrannie, vous? Moi, je vois arriver, je viens de publier d'ailleurs aujourd'hui même une tribune, d'abord un livre sur une guerre sans fin, c'est notre problématique avec l'islamisme et plus généralement les contacts entre l'islam et la société occidentale depuis 15 siècles. C'est une vieille histoire. Et ça m'a pris 3 ans. Et j'ai sorti ça en début d'année dernière. Et je remercie d'ailleurs M. Zemmour d'y faire allusion. Non, je faisais allusion à une tribune que je sors aujourd'hui même sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Dans le Huffington Post. Et dans laquelle je dis que l'un des problèmes qui nous menace, c'est la montée d'États qui sont en défi ouvert contre l'ordre libéral, celui que nous avons construit après avoir vaincu les nazis en 1945. Que les Américains ont construit. Oui, enfin bon, nous aussi, on s'est soumis à ça. Attendez, continuez. Ça se discute, en partie, vous avez raison, mais quand même, nos démocraties sont là pour représenter un ordre libéral, libre par rapport à la dictature nazie et au totalitarisme soviétique. Bon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que avec le retrait américain, l'affaiblissement de l'Europe, la montée en puissance de grands États un peu partout, notamment la Chine, mais aussi l'Inde, la Turquie, l'Iran, il y a toute une série de pays qui sont ouvertement antidémocratiques, parfois à la limite du totalitaire, qui utilisent les moyens de communication. Turquie, on met la Turquie, en Iran, c'est une dictature, pas totalitaire. Oui, enfin, c'est difficile quand on commence à mettre tout le monde sous contrôle, les universitaires, les journalistes, les chaînes de télé. Et en prison. Et en prison. Donc on rentre dans des logiques qui sont quand même très dures, autoritaires, disons autoritaires, qui utilisent la force armée à l'intérieur et à l'extérieur, le protectionnisme, le nationalisme ouvert. On est dans une remise en question du modèle de l'ordre libéral occidental qu'on croyait solidement ancré et que tout le monde dirait, rappelez-vous Fukuyama, tout le monde après la chute du mur, tout le monde a vocation. Et donc il y a un vrai défi. Il y a un défi de société islamiste, bien sûr, y compris chez nous, des gens qui développent cette thèse et qu'il faut combattre. Et qu'on a combattu. Et toute la réorganisation du Moyen-Orient, c'est justement de savoir ce qui va rester de ça, ou bien si ça reste une menace prégnante, et elle est prégnante en Irak, en Syrie, on est loin d'être sorti d'affaire. Mais il y a ces puissances qui émergent et qui sont directement maintenant des contre-modèles et qui attendent l'heure de la revanche et qui la vivent comme ça. Les Nord-Coréens, les Iraniens, excusez-moi, les Turcs. Excusez-moi, mais c'est ça qui, effectivement, ça et c'est là-dessus qu'il faut qu'on ait une politique. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a ce que j'écris effectivement dans ce livre, et ça fait écho, c'est une fusion entre une doctrine religieuse et une doctrine politique. Et j'ai l'impression que c'est l'avenir de la dictature et de la tyrannie. Mais c'est ça, c'est des choses passionnantes, parce que en ce moment, en Arabie Saoudite et en Iran, il se passe quand même une tentative de rupture avec l'islam de 1979. Absolument. Là, par le sommet, par Mohammed bin Salman, le jeune, 32 ans, prince héritier, qui fait sa révolution du sommet. Et en Iran, c'est dans la rue. Si ça marche, ce sera une révolution merveilleuse pour la terre entière. C'est-à-dire que l'islam se réconcilier avec la mondialisation et avec le monde occidental. Il n'a jamais eu de problème avec la mondialisation. Sinon, on est dans un risque accru. Mais vous voyez une revanche idéologique, là, moi, où je ne vois que des revanches nationales.
Les deux. Oui, Non, non, mais les deux. c'est le retour des grandes nations qui ont été écrasées par l'Europe depuis le 19e siècle et qui veulent prendre leur revanche. Et ils prennent les moyens qu'ils peuvent, les plus efficaces. C'est des revanches nationales, c'est des combats nationaux. Les deux. Vous êtes mignons, Nolo. Vous dites non, c'est fini, puis continue. J'essaye de remettre de l'ordre dans le monde, c'est pas facile. Vous êtes trop mignons. Allez, merci d'être passé sur ce plateau, Richard Malka. Vous restez avec nous parce que c'est l'heure lumineuse d'Alba Ventura. Je rappelle le titre de votre livre Tyrannie, Richard Malka chez Grasset. Et on s'est régalé, Eric, je crois qu'on peut le dire. Allez, c'est à l'Alba maintenant. Alba, à vous. Alba, vous allez nous parler non pas d'une amie, de quelqu'un que connaît bien, Richard Malka. Vous allez nous parler de Marine Le Pen. Mais avant, c'est la pub. Attention, un objet d'étude. Un objet d'étude. Je n'ai pas d'amis en politique, je tiens à le souligner. Et après, on se demandera si en politique, ce sont vraiment les meilleurs qui s'en vont. Nous parlerons d'Alain Juppé et nous écouterons Sandrine Saroche. Bref, un programme très délicat. Allez, pub. Dimanche sur Paris Première. C'est devenu un totem de la health food. Il y a un vrai sourcing produit. Des notes racinaires. Le côté un peu électrique du feu doux. Vous n'avez rien compris? Ça reste de la salade, quoi. Non? Pas de problème, on vous traduit tout. Hyper bien maîtrisé, en fait on s'ennuie pas. Bah ça par exemple, ça veut dire très très bon. C'est assez complexe informatiquement. Ça aussi, ça veut dire très très bon. On a l'impression de mordre la mer. Ah bah ça aussi, tiens. Vous laissez la vie. J'aurais pas dit mieux. Un truc de dingue. Et avec François-Régis Gaudry en guise de prof, vous allez tout capter. Hashtag poli, kalos. Apprenez à parler le très très bon. Dimanche à midi sur Paris Première. Découvrez votre magazine avec Yogi Tea. Tous les bienfaits des plantes bio dans une infusion. On aime savourer. Avec Hello Bank, votre carte Visa est toujours gratuite et vous n'avez aucun frais de tenue de compte. Plus 80 € offerts. Hello Bank, mobile, comme vous. Avec leligo.com, attrapez le bon vol, train, bus ou covoiturage en un seul clic. Pourquoi est-ce qu'on garderait toujours les mêmes habitudes? Pourquoi est-ce qu'on se réveillerait toujours au même endroit? Qui a décidé pour nous qu'un week-end, c'était 2 jours et pas plus? Qu'une maison, c'était forcément sur la terre ferme? Qui a décidé qu'on allait toujours promener le chien en bas de l'immeuble? S'habiller comme ses collègues? Travailler tout le temps dans un bureau? Et si on changeait d'avis sur un coup de tête? Si on décidait nous-mêmes pour une fois? Et si on partait quand on en a envie? Nouveau Skoda Karoq. Tracez votre propre chemin. Venez le découvrir pendant les jours nouveau départ du 19 au 21 janvier. Les remarquables maux de ventre. Ballonnement, crampe intestinale. Spasme. Oh, c'est moi. Voici Nathalie. On continue à faire mal. Ici. Et un peu là. Leur ennemi juré, Dolospasmil. Dolospasmil est un médicament indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs digestives avec ballonnement. Réservé à l'adulte, demandez conseil à votre pharmacien. Quand ça se passe mal, Dolospasmil. La French Touch Renault est fan de Star Wars. Découvre les pouvoirs de Renault Mégane. Libère l'affichage tête haute et le régulateur adaptatif de vitesse lumière. Choisis ton mode de conduite. Utilise ton pouvoir. Bon, allez, je l'aide. Easy Park Assist. Je suis un Jedi. Mais oui. Initiez-vous au pouvoir de la French Touch Renault. Profitez d'une reprise de votre véhicule plus 4 000 € sur toute la gamme Mégane et découvrez son design sportif avec le pack GT Line. Goûtez l'excellence, l'or espresso. Maintenant dans une capsule aluminium, compatible avec votre machine espresso à capsule. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Et vibrez pour l'or, avec l'or et l'équipe de France Olympique. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour demain. Je le fais pour mon pays. Je le fais pour les miens. J'avance dans ma vie. Je gagne du terrain. Tout ce que j'apprends ici,
m'emmènera plus loin. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats et cadres. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Pour vivre Star Wars pendant la saison de la Force à Disneyland Paris, tentez votre chance sur la page Facebook Renault et rendez-vous en concession pour vivre l'aventure Star Wars. Votre entreprise a quelque chose en plus. Faites-en la promotion avec Vistaprint. Des cartes de visite, banderoles et flyers à moins de 12 € en entrant le code TV12 sur vistaprint.fr. Nouveau Dacia Duster, le SUV décomplexé. À partir de 11 990 €. Le Noël étoilé de Canal continue. Profitez-en pour vous offrir le meilleur de la télé. Seul Canal réunit Canal+ et les plus grandes chaînes cinéma et séries comme Canal+ Cinéma, Canal+ Séries et OCS. Retrouvez vite nos offres de Noël à partir de 19,90 € par mois sur canal.fr. Kia Sportage suréquipé à partir de 237 € par mois. Kia garantit tous ses modèles 7 ans. Et en ce moment, profitez aussi d'offres exceptionnelles sur les Kia Niro hybrides et hybrides rechargeables. On aime la politique. ZenPP, allez Alba, c'est à vous, donner tout Alba. Et quand je dis c'est à vous Alba, je dis c'est à moi, puisque on va se replonger dans le débat du second tour de la présidentielle. Ce débat, on en sait un peu plus alors sur les conditions de préparation ou d'impréparation. Du débat raté de Marine Le Pen. Du débat raté. C'est vrai qu'on s'est dit, mais que s'est-il passé? Pourquoi elle est allée dans le mur comme ça aussi facilement toute seule? Je me souviens d'ailleurs que Marine Le Pen nous avait confié qu'elle ne s'était pas suffisamment préparée pour ce match, qu'elle avait privilégié les sorties sur le terrain, que la veille du débat d'ailleurs elle avait avalé des kilomètres et des kilomètres et qu'elle était très fatiguée. Tout cela est sans doute en partie vrai. Mais la vérité, c'est que Marine Le Pen, faute d'avoir travaillé, s'est laissé imposer une très mauvaise stratégie. Alors, c'est révélé cette semaine par les sites de Mediapart et de BuzzFeed. Marine Le Pen, par paresse intellectuelle, a suivi à la lettre les conseils de son entourage et une note confidentielle vient d'être publiée. Cette note, elle a été remise à la veille du débat, je crois. Alors, vous allez voir, c'est édifiant. Rendre Macron antipathique. Le pousser à s'énerver et à se montrer arrogant. Être dans l'offensive, mais de manière calme et souriante. Ça. Avoir parfois recours à l'humour. Tiens, comme ça, par exemple. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. N'est pas Jean-Marie Voilà, Bigard qui veut. c'est pas donné à tout le monde de manier l'humour. Là, on est un extraterrestre un peu. Non, je poursuis cette note confidentielle qui vaut son pesant de cacahuètes. Ne jamais s'avancer sur le terrain technique. Macron est un technocrate, donc il sera toujours meilleur que nous. Ça s'est vu. Ça. Montrer que l'on... Non mais attends Eric. Montrer que l'on est concerné par les problèmes des gens de manière simple, presque démagogique. Ah, tout est dans l'adverbe. Le but de la manœuvre, dit encore la note, est de dégrader par tous les moyens l'image d'Emmanuel Macron, quitte à perdre en crédibilité, ça c'est énorme, mais de manière à pousser les électeurs à l'abstention. Moi, ça m'a laissé sans voix. Alors, l'auteur de cette note n'est autre que Damien Philippot, le frère de Florian Philippot, qui a lui aussi quitté le Front National. À croire qu'ils avaient tous les deux, là, les deux frères, planifié une exécution en direct. Oui, peut-être, Marc, en fait. C'est l'heure, Alba, du climax de cette émission. C'est l'heure
d'Alba n'a pas tort. Question à l'invité. J'adore toujours Alba n'a pas tort. Albator. Question à l'invité à vous, Richard Malka. Vous avez publié, vous, une bande dessinée sur Marine Le Pen au titre prémonitoire, la face crachée de Marine Le Pen. Vous n'aviez pas imaginé un tel scénario, c'est allé au-delà de vos espérances. Alors, ce que j'avais imaginé, c'était le départ de Philippot. Ça me semblait inscrit, inéluctable. Ne serait-ce que parce que, psychologiquement, elle a tué le père sur son instigation à lui. Oui. À un moment, il fallait qu'elle se retourne. C'était le retour de bâton. C'était le numéro 2 devait sauter. Donc si, ça je le vois, enfin vraiment j'en avais la certitude. Après le crash au débat, non, ça on pouvait pas imaginer que ça prendrait ces proportions. Mais Pierre Lelouch, paresse intellectuelle ou elle est pas au niveau tout simplement? Moi, je pense qu'on n'aurait jamais dû en être là, quoi. Hein. Bah oui, mais on y a été en attendant. Voilà, donc bien sûr qu'elle n'est pas au niveau, et bien sûr que tout ça, c'est une élection qui a été tournée autour de... il faut être au deuxième tour contre Marine Le Pen. C'est une catastrophe pour notre pays. Bien sûr qu'elle n'est pas au niveau, ça s'est vu immédiatement. Fin de la question qui tue. Merci, messieurs. Alors, on va reparler des socialistes. Ah, mais oui, j'adore, moi, les socialistes. Parce que le feuilleton de la candidature se poursuit. Je pense qu'Éric Zemmour hésite lui-même à se présenter pour la présidence des socialistes, à côté de Delphine Bateau. Ça élargirait l'offre. Oui, là, vraiment. Ce serait l'intrus. Ouais, pourquoi pas, hein. Alors, Delphine Bateau, effectivement, qui n'est pas là parce qu'elle est seulement une femme. Hein. Elle est là parce qu'elle veut en finir avec la petite mafia, avec la clique, avec les barons socialistes. Autrement dit, Jean-Christophe Cambadélis, et puis les candidats, Stéphane Le Foll, Olivier Faure. Mais qu'est-ce qu'ils se détestent, tous ces gens? Vous pouvez pas savoir le nombre de gentillesses que j'ai entendues ces derniers jours. Ça vous accable. Pierre Lelouch est ravi d'avoir quitté le monde politique. Il se rhabille pour l'hiver. Je me suis mis en retraite, tout ça, mais je les connais tellement tous de l'intérieur. Alors, un mot aimable, tiens, que j'ai entendu cette semaine. Impossible. Non, mais non, je plaisante. Delphine Bateau, elle est sérieuse. Mais on ne peut pas élire quelqu'un qui fait la tronche tout le temps. Je ne l'ai jamais vu sourire. Ça doit être... Alors qu'Éric Zemmour sourit beaucoup. Voilà. Il faudrait qu'ils y pensent. Hein. Olivier Faure aussi, qui se lâche sur le mode au placard, l'ancien monde. Alors il m'a dit, il faut en finir avec cette génération qui a capté le pouvoir il y a 30 ans et qui se dit aujourd'hui, encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Et il dit aussi, il faut en finir avec ces socialistes qui ont gâché la vie des Français pendant 5 ans. Waouh, quel éclair de lucidité. Alors ça, c'est pour Le Foll, c'est pour Hollande. C'est président de groupe, il était... Il dirigeait le groupe. Absolument. Il dirige toujours le groupe à l'Assemblée. Pétolière. François Hollande, qui voyant tous ces anciens chevaux légers se rendre à l'abattoir, a dit, il paraît cette semaine, on touche le fond. Alors ça a fait beaucoup sourire François Rebsamen. C'est ce que dit aussi Nicolas Sarkozy. Ils sont bien, le président. Le maire de Dijon. Pour rien, personne n'est pour rien dans tout ça. Et voilà, justement, le maire de Dijon, François Rebsamen, qui soutient Le Foll, il dit, mais pourquoi il n'a pas dit qu'il a mis du sien? Pourquoi il n'a pas dit qu'il y était pour quelque chose? Il ne faut surtout pas que Hollande se mêle du Congrès. Moins il s'en mêle, mieux on se porte. Espérons, dit Rebsamen, que ce début 2018 lui apporte un peu de sagesse. Enfin, en tout cas, tous ces gens sont persuadés que le Parti socialiste a encore un espace, que le PS n'a pas été remplacé. Alors, comme le dit Olivier Faure, Mélenchon ne s'est pas recentré et Macron est loin d'être un social-démocrate. Donc, il y a une place pour le Parti socialiste. Et il dit à propos de Macron, son résus sanguin a quand même beaucoup évolué. Avant, il était G-, maintenant il est D+. Avant, il était gauche-, maintenant il est droite+. Ça vous fait pas rire, mais moi je trouve que c'est bien vu. Et j'ai terminé. Ils sont accablés. Ils sont tous accablés. Non, mais c'était bien. C'est tellement à côté de la prochaine plaque. fois, je viendrai vous chanter une chanson. C'est des analyses qui... c'est pas assez passé. Pas de ta faute, Alba, mais c'est des analyses qui ont 1000 ans. Oui, mais que... Vous n'y êtes pour rien. Alors, je rappelle, merci beaucoup, Richard Malka, d'être passé sur le plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Tyrannie, chez Grasset. Et c'est maintenant l'heure de notre prochain débat. Merci, Alba. Merci. Vous n'y êtes tu restes avec moi. Arnaud Montebourg, NKM, Najat Vallaud-Belkacem, Marion Maréchal Le Pen, toute une génération a décidé de prendre du champ et de quitter, provisoirement ou pas d'ailleurs, la politique. C'est aussi donc votre cas, Pierre Lelouch, vous allez nous raconter. Mais avant de recevoir le journaliste Patrice Duhamel pour les jours d'après aux éditions de l'Observatoire, regardez, d'autres ont déjà fait le coup du retrait pour mieux revenir. Retour en archive, c'est la rubrique C'était demain de Dimitri Kefelec.
Baisser les armes, les reprendre, n'est pas Napoléon qui veut, mais dans l'histoire de la politique française, nombreux sont ceux qui ont douté dans les mornes plaines de leurs esprits, avant de se relancer qu'il s'écoule plus ou moins de 100 jours. L'ancien Premier ministre a été condamné en appel à 14 mois de prison avec sursis et 1 année d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs du RPR. Alain Juppé incarne ce besoin, cette nécessité de prendre le large pour mieux se refaire. Il s'exile et sa tentation de Venise dont il rêvait dans un livre en 1993 a finalement lieu au Canada. Pour l'instant, Alain Juppé a préféré prendre du champ. Il donne des cours à l'École nationale d'administration du Québec. À l'américaine, main dans la main dans les rues de Bordeaux, c'est la nouvelle image que veut donner un Alain Juppé décomplexé, presque zen. Les Québécois, ils sont pas agressifs. Dans leur vie quotidienne, ils sont pas agressifs. Voilà. Alors j'ai essayé de prendre une cure sérieuse de non-agressivité. Et même les futurs présidents ont tous douté, à un moment, de leur capacité à se faire élire à la fonction suprême. Octobre 59, François Mitterrand est accusé d'avoir laissé faire, sinon organisé, un faux attentat contre lui. C'est l'affaire de l'Observatoire. Elle accrédite l'image d'un personnage complexe et secret. François Mitterrand se retranche dans sa solitude, songe à mettre fin à sa carrière politique, finit par retrouver l'allant, mais restera marqué au fer rouge. On a tenté de me compromettre. Dès le premier jour, j'ai dit, c'est une machination. Depuis 20 ans, je crois que peu d'hommes politiques ont été aussi souvent attaqués que moi-même. Les Français n'aiment pas mon mari. La confidence est signée Bernadette Chirac après la présidentielle de 1988. Battu à plat de couture, Jacques Chirac envisage tous les scénarios, y compris celui de tout arrêter. Je souhaite bonne chance à la France et bonne chance aux Français. Mais le fauve se ressaisit. Est-ce que vous avez envisagé l'idée que vous pouviez très bien perdre et diriger votre vie vers autre chose? Je ne sais pas comment il faut prendre cette question. Si vous me demandez si je peux envisager, ou si j'ai pu envisager de ne pas être président de la République, je vous dirais qu'évidemment... Il n'est pas foutu pour autant, c'est ça que... Non, pas du tout, non. Mais en revanche... Si vous me demandez si j'ai envisagé un instant d'abandonner mon projet, je vous dirais non, je n'ai pas envisagé cela un instant. Prendre du champ pour mieux revenir, Nicolas Sarkozy en a fait une spécialité. Présidentielle de 1995, il soutient Édouard Balladur, trahissant ainsi Jacques Chirac, qui ne lui propose aucun ministère. Et croyez-moi, je vous le dis très sincèrement et en parlant vrai, je ne suis plus pressé. Ça n'en a en rien enlevé à ma détermination. Mais je suis calme. Après un mandat et l'échec de sa réélection... Avec le recul, j'ai pris du recul. Il revient en 2014. Avec 2 ans et demi de recul, j'ai rencontré beaucoup de Français. Parce que le public, les gens, ils sont très gentils. Et parfois, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Aujourd'hui, d'autres n'hésitent pas à presser le bouton pause. Après la récente recomposition politique, serait-ce la bonne stratégie ? On accueille Patrice Duhamel. Bonsoir, monsieur Duhamel. Vous venez prendre place parmi nous. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste et vous êtes un observateur. Ah, on vous a mis Claude François. Je souffrirais trop si tu revenais. C'était pas mal, non? Pas mal. C'était le sujet. Vous êtes journaliste et vous êtes un observateur méticuleux de la vie politique française depuis 45 ans. 45 ans. Oui, ça doit être ça. Mais j'ai fait d'autres choses aussi. Oui, j'ai dirigé des médias pendant un bon moment. Donc, Tiens, d'ailleurs, oui. Oui. Non, d'ailleurs, oui, bon. Et vous publiez Les jours d'après avec Jacques Santamaria aux éditions de l'Observatoire. Alors, messieurs, comment interprétez-vous les départs qu'on a vus et dont on a parlé dans le sujet, là, les récents départs? Je ne parle pas de quelque chose de concerté, Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui vraiment ne reviendront pas? Est-ce que c'est... quand on pense à Marion-Maréchal Le Pen, par exemple, ou NKM, Najat, Vallaud-Belkacem. Ces 3 femmes-là? Oui, par exemple, oui. Nous, ce qui est sympathique quand on est journaliste, c'est qu'on peut se permettre de dire des choses, et puis si on est démenti par les faits, c'est moins grave que quand on est un responsable politique, encore que... mais il n'y a pas forcément de sanctions. À mon avis, ces 3-là reviendront. Ça me paraît, à moi, une évidence absolue. C'est une stratégie, donc, pour vous, la mise en... C'est un peu compliqué, parce que quand on subit un échec,
ce qui a été le cas de NKM, ce qui a été le cas de Najat Vallaud-Belkacem, il faut en tirer les conséquences. Donc elles se retirent, voilà, elles n'ont pas été élues. Après, évidemment, elles ont une ambition et du talent qui font que, je sais pas, est-ce que ça sera 2 ans, 3 ans, 5 ans? Mais ces 3 femmes-là reviendront. Je suis à peu près, je suis prêt à prendre le pari aujourd'hui. On vous verra aussi, Pierre Lelouch, ou vous avez... Je sais pas. Moi, je ne sais pas. Je me suis mis en retrait, comme je l'ai écrit. Vous avez violemment claqué la porte, quand même. Oui, mais je me suis mis en retrait certainement, j'ai quitté mon parti parce qu'il n'avait plus aucune cohérence. Et d'ailleurs, ça se voit tous les jours, puisque les gens continuent à partir 8 mois après. J'ai été le premier à dire voilà, il n'y a plus de socle. J'avais rien. Je suis rentré en politique pour servir mon pays et le servir avec ce que je crois être la pensée et l'action du général de Gaulle. C'est ça ma fibre. Si ça sert plus à rien, j'ai plus rien à faire là. Je suis parti le lendemain du premier tour. Mais est-ce que c'est la fin du désir de servir son pays? Non. Est-ce que il y a un retour possible? Ça dépend pas de moi, ça dépend du pays. Quand on décide de rentrer dans l'action publique, on abandonne l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire son temps, qu'on donne complètement aux autres. Donc là, j'ai récupéré mon temps. C'est une joie de pouvoir lire, de pouvoir vivre, de pouvoir s'occuper des siens. C'est formidable. Mais en même temps, on n'est plus en situation d'aider son pays. On peut l'étudier, on peut regarder. Donc je continue à énormément voyager, à lire, à travailler, à m'occuper, y compris de choses dont je m'occupais. Par exemple, je m'occupe d'un cadre d'Alstom qui est aujourd'hui en prison aux États-Unis après ce scandale d'État qui a été l'affaire Alstom. J'ai déposé une commission à l'époque. Il va y avoir une commission d'enquête enfin. Donc j'espère que je continue à travailler sur ces sujets. Je continue à travailler sur des choses qui me choquent. J'ai écrit à Mme Macron pour m'occuper du logement d'une dame de 75 ans, 78 ans, dans mon arrondissement, parce qu'elle a un fils qui a été dans l'armée, elle a servi son pays toute la vie, et on ne sait pas la loger, on loge des autres à sa place. Ça me choque. Donc je continue à servir à mon modeste niveau, mais je suis plus là pour commenter en direct. Ça me manque, mais en même temps, ça fait des vacances aux Français. Parce que les gens qui se pomponnent et qui vont sur les plateaux télé, comme disait, vous voyez qui Sabatier, il n'a pas complètement tort des fois, Patrick Sabatier. Donc je leur fais des vacances, j'essaye de travailler sur le fond, de continuer à m'occuper des sujets qui sont les miens, notamment les affaires de politique étrangère, de terrorisme, de défense. Et puis, si un jour on a besoin de moi, on connaît mon numéro de téléphone. Voilà. Mais les cas que nous avons évoqués sont très différents les uns des autres. Il y a des gens... Trois dames, d'abord. La leçon que j'ai appris en politique, c'est que les femmes sont beaucoup plus dures que les hommes. Donc celles-là, elles sont là pour durer, je peux vous dire. Oui, mais moi, c'est pas ça qui me frappe. C'est que, à partir d'un certain nombre d'années... Elles sont talentueuses. En politique, c'est votre cas. La semaine dernière, nous recevions Julien Drey. La politique est une drogue tellement dure qu'en fait, c'est impossible de décrocher. Alors, c'est pas vrai, parce que... Non, Julien Drey, je vous dis, j'ai vu que dans sa vie, mais il est représentatif de toute une génération. Monsieur Nolot, il a commencé à militer à 15 ans, et la politique, c'est toute sa vie. Et vous le privez de la politique, c'est comme si vous essayiez de sevrer un drogué. Non, mais moi, j'ai une chance, c'est d'avoir commencé très tard. J'ai été élu pour la première fois à 42 ans, j'avais une vie avant, j'ai toujours pensé que j'aurais une vie après. Et donc, il y a une période de sevrage qui est très dure. Vous le racontez, vous d'ailleurs, dans votre livre. Vous parlez déjà de revenir, quand même. Patrice Duhamel. Vous racontez cette drogue dure. Je ne rien, moi. J'ai acquis une certaine expérience au service de mon pays. Si elle peut être utile, elle sera utile. Si elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. Voilà. Nous, dans le livre, on parle d'une vingtaine de cas de très grands dirigeants. Je ne vous fais pas offense, hein, Pierre, mais pas été président. Des présidents de la République, des anciens premiers ministres, le général de Gaulle, il avait un côté un peu dépressif, mais puis il a eu aussi des démissions et des départs tactiques. Mais le lendemain, il se trouve que j'ai rencontré pour un documentaire, juste avant les fêtes, l'amiral Floïc. L'amiral Floïc, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a 97 ou 18 ans, c'était les 2 camps du général, et c'est lui qu'on voit sur les fameuses images sur les plages d'Irlande avec de Gaulle. Il était avec lui le lendemain de la démission du général, en 69. Et il parle d'un homme totalement brisé.
parce qu'il avait lié son sort au résultat. Il considérait que les Français l'avaient rejeté. Il avait fait une sorte de coup de poker après les événements de mai 68. C'était un homme brisé parce que le lien de confiance avec le peuple français s'était rompu. Mais ça, c'est le général de Gaulle. C'est pas François Fillon dont on voit la photo. Parce qu'entre de Gaulle et Fillon, c'est de 1 à 1 milliard. Bon. Mais il y a ce qui nous intéressait avec Jacques Santamaria dans ce livre, c'est qu'il y a une exception française. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, c'est plus compliqué. Mais quand les gens ont perdu, les hommes ou les femmes, quand ils ont perdu, l'exception française, c'est un qui a quasiment jamais de mea culpa. Jamais. Alors vous avez les mea culpa, entre guillemets, obligés. Le fameux livre de Sarkozy, quand il a voulu revenir en disant « Oui, j'ai eu tort, le Fouquet, oui, j'ai eu tort d'aller sur le yacht de Bollorès », c'est pas des mea culpa, c'est tellement évident qu'il pouvait pas dire autre chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, et là je parle de ceux qui ont un âge assez avancé pour imaginer qu'ils auraient pu le faire, c'est qu'ils ne préparent pas leur succession. Ils ne préparent pas la suite. Non, mais alors quand on a l'âge de Sarkozy, qu'on espère revenir, on prépare pas un concurrent. Un potentiel. Mais ça, c'est quand même une double exception française. Et c'est une des choses sur lesquelles on a voulu mettre le doigt. Parce que il y a par exemple le statut des anciens présidents. Obama, il est utile à son pays. Blair a été, Blair a été utile à la Grande-Bretagne. Les anciens présidents, les anciens chanceliers allemands, ils vont travailler dans le privé. Ils bossent pour les Russes. Ils vont travailler dans le privé, mais ils ont aussi les activités. On sait qu'ils sont sincères. Patrick Duhamel, ça se voit peut-être dans l'état du parti actuel en France, c'est-à-dire que François Mitterrand n'a pas pas déterminé une succession. Mitterrand, si. Non, mais Mitterrand, ça c'est 20 ans, c'est une question d'âge. Mitterrand, quand il est parti, il savait très bien, il était malade, il est mort 1 an plus tard. Il était dans un état physique épouvantable les 2 dernières années. Ça, c'est un autre sujet qui est la maladie des présidents. Mais il aurait évidemment aimé que Fabius lui succède. Comme Chirac aurait aimé que Juppé ou Villepin lui succèdent. Mais les présidents qui... Même le général de Gaulle, il n'a pas préparé sa succession, parce que ses relations avec Pompidou étaient apocalyptiques à la fin. Si vous le permettez, je crois qu'on est en train de parler de situations assez différentes. Il y a les présidents qui sont battus. Et là, il y a choc, il y a certains qui essayent de revenir, Giscard et Sarkozy. Et c'est vrai que c'est une exception française. Il y a ceux qui sont battus, qui essayent de revenir, puis il y a ceux qui décident d'arrêter. Soit pour des raisons tactiques, parce qu'ils viennent d'être battus et que la période ne permet pas, soit qui, comme moi, alors c'est peut-être plus rare, décident qu'à l'instant T, on ne sert pas. Moi, j'avais le choix, je veux dire, pardon, vous m'avez invité, donc je vous parlais de mon cas, au lendemain de ce choc incroyable du premier tour, où j'ai passé quand même plusieurs mois à essayer d'empêcher Fillon d'aller jusqu'au bout du suicide. En lui parlant à lui, en parlant à vous. Non, mais à partir du moment où on est allé au bout du suicide, le bureau politique du lendemain, le lundi 24 avril, et où je dis, mais on peut peut-être s'interroger, c'est la raison de savoir pourquoi on en est là. Ah non, pas maintenant, on va s'occuper du 2e tour. Donc, dans un parti qui n'est même pas capable de se poser la question de savoir pourquoi le parti du général de Gaulle a disparu de la Ve République au premier tour, j'avais plus rien à faire là-dedans. À partir de là... Vous auriez eu le courage de vous mettre à 10, en brochette, devant tous les médias, la veille ou l'avant-veille du Trocadéro, ou le lendemain, en disant « Monsieur Fillon ne doit pas être candidat, compte tenu de ce que nous savons », je pense qu'il n'aurait pas pu y aller. Monsieur Duhamel, non seulement je l'ai fait ça, publiquement, mais j'ai aussi demandé aux gens qui étaient susceptibles d'être candidats, ils ne l'ont pas fait. Voilà, y compris M. Juppé. Parce que les circonstances se mais à partir de là, juste un dernier mot, j'avais le choix entre essayer de vendre pour un plat de lentilles la sauvegarde de mon siège, voire même de négocier un Marocain en échange d'un passage de l'autre bord. J'ai jugé que c'était pas très digne. Soit de partir, parce que j'avais aucune envie de retourner dans l'opposition, regarder ce spectacle, donc je me suis mis en réserve. Voilà. Moi, je crois qu'il faut encore faire d'autres distinctions, si Pierre Lelouch me permet. La politique, c'est une action multiforme. Il y a l'action politique, il y a la bataille pour les idées, il y a la bataille pour les idéologies, et j'ai été très frappé
je ne sais pas si vous avez lu, mais je pense que ça échappe à tout le monde, moi je suis tombé dessus par hasard, de la petite interview qu'a donnée Najat Vallaud-Belkacem sur les raisons pour lesquelles elle partait chez Fayard. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'elle dit nous ne devons plus, en parlant de la gauche évidemment, laisser le pouvoir intellectuel aux polémistes, et nous devons, avec les universitaires et les chercheurs, reprendre ce pouvoir intellectuel par l'édition, etc. On voit bien que là, il y a une stratégie gramscienne de reprise du pouvoir par la gauche, par le magistère de l'université, pour reprendre en main les médias. Ils n'ont jamais perdu vraiment ce magistère-là, mais il était un peu contesté. Et je suis très frappé par ça parce que Najat Vallaud-Belkacem, c'est une vraie teigneuse. Ah oui, ça, je la connais bien aussi. Et j'ai eu pas mal maille à partir avec elle. Donc je sais, elle ne lâchera rien. Mais contrairement à la droite, c'est ça qui me frappe toujours, contrairement à la droite, la gauche, elle sait que le combat politique est d'abord un combat idéologique, est d'abord un combat des idées. La droite me frappe beaucoup par sa naïveté, par son incapacité à penser les idées et les idéologies, par souvent son penchant uniquement pour la gestion. Je pense que vous avez raison, mais à l'épreuve quand même, j'ai fait 5 mandats à l'Assemblée et j'ai regardé mes petits camarades de gauche et les miens à droite. Moi, j'ai observé, ce qui est le plus frappant, c'est la médiocrité intellectuelle. Ah ben ça, c'est sûr. Et la méchanceté, l'avidité au pouvoir est proportionnelle à la médiocrité. Et donc, vous avez une société politique qui est à la fois très médiocre intellectuellement. De plus en plus médiocre. Et extrêmement méchante. C'est-à-dire que le jeu consiste à essayer d'exister, surtout dans ce spectacle de l'information en continu. Il faut exister. Donc, dès qu'il y a une idée, on la pique aux voisins. Peu importe. Si on sait, on ne sait pas. Il faut exister. Et ça devient de plus en plus terrible au niveau du débat. Donc, aucun sujet n'est traité sérieusement. Aucun. Il faut être juste dans la photo. Et c'est ça qui est terrible. Et quand je fais le compte des combats en interne, des réunions de temps perdu, de querelles intestines, savoir qui va poser la question, qui peut avoir tel rapport, si on peut mettre tel amendement, c'est terrible. Et là, je pense que ça doit être encore plus terrible dans La République En Marche, puisqu'ils ne sont pas structurés, et que faire vivre un groupe à 350, c'est une horreur à l'Assemblée. Donc ça doit être très très pénible, et pour eux, et pour les gens qui sont... Il y a une question qu'on n'a pas abordée, qui change un peu cette histoire de vie après la politique ou de retrait, c'est le dégagisme et le chamboule-tout. Parce que la plupart des gens, ils voyaient un peu venir quand même les échéances. Là, ça a été table rase en quelques mois et même quelques jours pour les élections. Et la plupart des gens ont été pris au dépourvu. Parce que les partis étaient totalement usés, ils n'avaient plus rien à dire. Et que le problème de notre pays, c'est qu'en 40 ans, on a à peu près raté tous les rendez-vous que nous imposait l'histoire. La réforme économique, on a raté la mondialisation, on n'a pas vu venir l'immigration, alors que des gens comme moi avaient écrit des bouquins il y a 30 ans sur le sujet. Avant même de faire de la politique. Je suis entré en politique pour préparer ces rendez-vous avec l'histoire. Aucun n'a été résolu et on se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un qui est au moins intelligent, rapide, et c'est ça la bonne chose avec Plus Macron. Que Laurent Wauquiez. Mais j'ai un peu peur d'abord de sa solitude, parce qu'il n'a aucun soutien réel. Il n'y a pas de poids lourd là-dedans. Et être tout seul. Il a toute, c'est ce que dit Zemmour à longueur d'émission, il a toute la technostructure d'Alain Juppé, au contraire. Oui, mais la technostructure, c'est pas de la politique. Justement, c'est peut-être un changement des temps. De Gaulle, il avait des technos, mais il avait aussi des poids lourds politiques pour l'accompagner. Et deuxièmement, il a un certain goût pour l'amphigourie. Et pour le verbe un peu compliqué que personne ne comprend. Et il faut faire attention qu'à la fin, on n'ait pas toute une série de bulles de savon qu'on envoie au fil du temps et qui éclatent et on s'aperçoit qu'il n'y a rien derrière. Donc, moi, je souhaite qu'ils réussissent. Je souhaite que le travail de fond soit fait, à commencer par cette question migratoire qui, pour moi, est centrale pour notre pays. Mais alors, pour notre pays et pour l'Europe. Et pour l'Europe, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, au Danemark, en Autriche, demain en Italie, au moment des législatives de mars. Cette affaire est en train de casser l'Europe et de potentiellement casser la France. Donc ça, la réforme économique et revoir la politique extérieure de notre pays, parce que les risques de guerre sont là. Voilà, c'est ça les rendez-vous du président de la République. Donc voilà, moi je souhaite. Vous savez très bien qu'on ne traitera rien à fond. Et sur Laurent Wauquiez, vous avez une opinion? Je connais bien, naturellement, je connais bien.
aussi. Et il est en train de arc réussir très brillant. finalement, lui aussi. Il a un C'est espace très maintenant. difficile. C'est très difficile pour lui parce qu'il hérite vraiment d'un navire qui est au fond de l'eau. Il n'y a plus d'argent. Mais c'est devenu un club de retraités de la Côte d'Azur, Voilà, c'est très très compliqué. Il va falloir qu'il réinvente une colonne vertébrale idéologique. Et qu'il mûrisse, parce que pour l'instant, lui aussi, il faisait la course au sujet pour exister. Maintenant qu'il est en charge. Et il a le talent et j'espère la capacité de réussir. Colonne vertébrale idéologique, il a tellement changé. Il est très jeune, il a 42 ans. Mais en 20 ans, il a tellement changé que la colonne vertébrale idéologique... Mais c'est tout le problème. Le problème, c'est la sincérité. C'est le problème. Non, mais moi, ce qui me frappe par rapport à ce que vous disiez sur Juppé, qui avait créé... Le problème, c'est pas la sincérité. Sur Juppé, on va en parler. La sincérité. Si, parce qu'il a tellement évolué qu'on voit qu'il n'est pas sincère. Patrice Duhamel, vous allez rester pour le Chirac, il a changé tout le temps. Mitterrand aussi. Exactement. Chirac et Mitterrand ont changé du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et Macron. Prochain débat. Regardez ce que Macron disait sur l'origine de l'islam. C'est la transition, Pierre Lelouch. Vous êtes extrêmement habile. Prenez en charge la présentation de l'émission. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Vous partez avec Tyrannie. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, on va finir justement l'émission avec un petit focus sur Alain Juppé, justement, avec notre dernier invité politique. Que j'avais... Alors, messieurs, si ça ne vous dérange pas, Alain Juppé a annoncé qu'il prenait lui aussi du champ par rapport aux Républicains. On en parlait avec Pierre Charon, qui n'a pas toujours porté Alain Juppé dans son cœur, c'est moins qu'on puisse dire. Regardez ce que l'ancien Premier ministre disait lundi dernier. Je n'ai pas payé ma cotisation, effectivement, de 2017 et je n'ai pas envie de payer celle de 2018. Donc j'ai fait savoir que je démissionnais de la présidence de la fédération LR de la Gironde. Je prends du recul et je vais observer ce que sera l'évolution de cette formation politique dans les mois qui viennent. Non mais je rêve. Voici Pierre Charon. Bonsoir monsieur. Venez prendre place. On vous a mis Alain Souchon carrément méchant. C'est sympa. Non, mais alors, le retraité de la Côte d'Azur. Vous êtes sénateur, vous êtes un tonton flingueur des Républicains, je crois qu'on peut quand même le dire. J'aime beaucoup Audiard, et j'aime beaucoup parler comme lui, parfois. Vous avez tout vu, vous avez tout connu, vous êtes un peu l'homme de l'ombre. Vous régnez sur les secrets des ténors de votre parti. C'est pourquoi vous êtes totalement équipé pour affronter le terrible QCM d'Éric Zemmour. Je pense que tout le monde le croit, je trouve ça génial. Vous ne passez pas les vacances ensemble, parce que le bronzage n'est pas le même. Non. Entre autres. On a plutôt un homme de l'Est, on a plutôt Claudia Schiffer et Naomi Campbell. Alors, Alain Juppé, qui ne paye plus ses cotisations des Républicains. Ça vous inspire quoi comme réflexion? Vous non plus. Ah non, moi je les paye. Bon débarras, regardez, il y a un QCM où Laurent Wauquiez doit tout faire pour le retenir. C'est aucun des trois. Ah bon? Zemmour baisse beaucoup. Non, pardon, mais vous non plus, je sais pas ce que ça veut dire. Bon débarras, on peut pas dire ça. Ça a été une vous non plus, ça veut dire que vous la payez pas non plus et vous vous apprêtez à quitter. Moi je la paye, mais lui en réalité, dès 2016, je ne la payais pas. J'ai vérifié avant de venir vous voir, et donc ça va pas d'hier. Et puis il a toujours été un petit peu, parfois, en délicatesse avec son parti, alors qu'il est membre fondateur, ils étaient trois à l'époque, de ce grand parti que nous avions créé pour faire des candidats qui faisaient 30% au premier tour. On ne dépassait pas 18 avec Chirac, donc un jour on a fait 30% quand on a créé Centristes, les Républicains et les Gaullistes. C'est ça la question alors. Est-ce qu'il faut garder coûte que coûte la fiction de ce grand parti? Non, il y a un moment donné, celui qui va plus en vie, c'est un peu comme dans un couple. On ne va pas à tout prix retenir, et d'ailleurs on est maladroit quand on veut retenir à tout prix son conjoint. Je n'en ai pas encore là, mais non, mais c'est très difficile. Non, mais ce qu'il a fait là, bon, il a d'abord eu le coup de la tentation de Venise. Bon, il n'est pas parti à Venise, il est resté, mais enfin, il avait ça. Ensuite, je prends pour le Canada. Très beau livre d'ailleurs. Il est parti pour le Canada puisqu'il avait été battu aux élections. Il entre au gouvernement, il sort du gouvernement, il revient au gouvernement avec Nicolas Sarkozy qui le repropose de venir. Bon, il exige les primaires, large spectre. Il en fait une belle connerie, cette histoire de primaire pour la droite. On n'est pas habitué à ça. Pour la gauche aussi, cela dit. Enfin, eux, ils sont habitués à se réconcilier et de refaire le monde dans les bistrots. Nous, c'est pas tellement notre truc. Et donc, on fait ces primaires ouvertes. Deuxième connerie,
on cède à tous les caprices de M. Juppé. Et il perd ses primaires. En plus, c'était fait pour lui. Les titres des journaux, c'était « Peut-on encore rattraper Juppé ?» Je me souviens du Parisien qui avait titré là-dessus. Oui, il a été largement rattrapé et battu. Bon. Mais Pierre Charon connaît l'histoire comme moi. Il faut prendre encore en amont. Alain Juppé, il y a eu un affrontement, je ne cesserai jamais de le répéter, entre Alain Juppé et Philippe Séguin et Charles Pasqua sur la nature du mouvement gaulliste. Et Alain Juppé a UDFisé, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire à embourgeoiser, à libéraliser, à la transformer en UDF. En de gagner, dit Pierre Charon. Mais il dit on était à... Nos candidats, on peut mais gagner. non, Oui, c'est parce que... mais c'est plus compliqué que ça. Charles connaît l'histoire par cœur. Il a dit lui-même, avec Chirac, on ne faisait que 18. Exactement. Parce que Chirac était un mauvais candidat. Il n'a jamais été à 20%. Voilà. Et donc c'était pour permettre à Chirac... Ils ont acheté les centristes, comme d'habitude. Mais ça leur a permis de gagner. Non, ça a permis à Sarkozy. Et encore parce qu'il s'est détaché de la ligne Juppé, UDF, bourgeoise. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Mais Juppé, en attendant, a tué le mouvement gaulliste. Il a tué toute la droite française. Et c'est ça le résultat. Maintenant, il peut partir. Il peut partir. Il a accompli sa mission. Qu'est-ce que c'était sa mission? C'était Macron, en vérité. Mais seulement s'il voulait le faire pour lui. Seulement, ça n'a pas marché. Il voulait prendre le centre droit et le centre gauche et qu'il s'allie derrière lui. Et c'est pour ça qu'il a tué la droite populaire française et la droite gaulliste. Sauf que c'est Macron qui en a profité. Patrice Duhamel, vous vouliez en parler tout à l'heure d'Alain Juppé. Alors, Juppé m'a tué? Tu pourrais dire la droite française? Non, moi je considère que Juppé c'est un homme d'État qui met l'intérêt général au-dessus de ses intérêts particuliers. Si, voilà. Mais c'est normal, Duhamel pense comme Juppé idéologiquement. C'est logique. Vous parliez de 2004 tout à l'heure. Bon, c'est un autre sujet, mais juste une petite parenthèse. Il a été condamné, mais il a payé pour un système. Non, il a payé pour Chirac. Il a payé pour un système. Pour Chirac. Le système Chirac. Voilà, merci. Le système Chirac. Donc il s'est pas mis derrière l'intérêt général, il s'est mis derrière Chirac. Je sais pas. Qu'il l'avait fait. Tu soutiens Juppé? Non, mais je vais pas à soutenir. Moi, je suis un journaliste qui écrit des livres, qui fait des documentaires. Je vais pas à soutenir Juppé. Non, mais il y a une différence majeure entre ce que vous décrivez tous les deux. Je ne sais pas ce qu'en pense Éric et la situation d'aujourd'hui. C'est que et Chirac et Sarkozy, même si Chirac faisait 18, 19 ou 19,5% au premier tour, mais vous l'évoquiez, c'est que ils ont tous bâti quelque chose et géraient avec le centre. Or aujourd'hui, où est le centre de Vauquier? Voilà, moi je pose la question. Mais il n'y a plus d'électeurs au centre. Mais bien sûr que si. Il y a les électeurs de Macron. Oui, il y a les électeurs de Macron. Ah bah c'est quand même, oui. Mais oui, mais ils sont plus à droite. Accessoirement, il y a les électeurs de Macron. Mais c'est fini, sauf qu'à force de courir après les électeurs centristes, on a perdu tous les électeurs populaires de droite qui sont partis au Front National. C'est ça le résultat. Moi j'ai beaucoup de mal à suivre tous ces raisonnements. Je vois une chose claire, c'est qu'on n'est pas encore au bout du processus, ça avance lentement, mais les gens qui pensent la même chose se regroupent. Je trouve ça cohérent. Moi aussi. Je trouve ça plus clair. Ils se déterminent sur des questions idéologiques, sur des questions de conviction, et non pas sur des questions partisanes. Or, au sein du Parti Socialiste d'ailleurs, ou au sein de l'UMP, cohabitaient des gens qui sont d'accord sur rien. Donc je trouve, voilà, bon, qu'est-ce qu'on reproche à Juppé? Au fond, lentement, peut-être on peut lui reprocher sa lenteur, mais il va vers Macron. Il va vers Macron. C'est normal, c'est lui. Comme lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il va mettre... Celui qu'on appelait le meilleur d'entre nous ne s'est jamais vérifié, en réalité. Voilà, exactement. C'est le pire d'entre nous. Et s'il avait été le meilleur d'entre nous, comme le disait Chirac, il aurait été maire de Paris. Et c'est Tibéri qui a été choisi. Donc dès le départ, il y avait... Non mais là je vous parle des idées. Oui, vous parlez jamais, c'est marrant. Vous parlez jamais d'idées et de lignes politiques. Ah bah si, il est 20h45, on est obligé... Non. On est là pour parler des idées. Moi je trouve qu'il y a un regroupement sur la base des idées. De l'arrivée de Vauquier, alors qu'il n'a pas commencé à gouverner ce parti. C'est déjà un délit de sale gueule. C'est interdit en France. Non mais de ce que j'ai compris dans ses déclarations et dans ce qu'il avait dit avant, il considère que par rapport à l'UMP de 2002, qui regroupait la droite modérée, la droite libérale et le centre, maintenant ils se sont coupés du centre et ils se sont déportés sur la droite. Il nous a coupé de lui. Il voulait Bayrou à tout prix. Il a désobéi aussi à son parti en soutenant Bayrou contre nos propres candidats. Enfin, bon. Éric, on peut ne pas être d'accord avec ça. Moi, je décris la situation. La situation, c'est celle-là. Aujourd'hui, Vauquier, c'est une partie de l'ancien RPR. Point final. Mais c'est la réalité. Moi, ça me plaît bien.
Mais moi aussi. Ah bah oui, bah on va Vous voir allez gouverner. électoralement. bonne Non, famille. j'ai Oui, dit une partie de RPR, l'ancien et qui va voter pour vous au deuxième tour, alors? Moi, je sais pas comment vous gagnez. Je sais pas comment vous le gagnez tout seul. Les centristes, on a des centristes, on a Daubresse, on a des Non, non, centristes. mais enfin, Mais vous avez bien dit, Eric, que ce qui avait été décisif pour l'élection du président Emmanuel Macron, c'était tout d'un coup l'arrivée de François Bayrou pour lui, qui a amené ça, c'est ses des électeurs. sondages qui l'ont dit. Non, mais ça moi, aussi, ce que vous je l'avez dis- dit. non, C'est-à-dire que- Macron, c'est le centre droit et le centre gauche. Voilà. C'est la réconciliation des bourgeoisis. Ça, je dis ça depuis le début. Donc pourquoi ça fait a un été président, permis ce centre. Mais ça a été il est élu, Eric. C'est ce dont. Mais je dis pas, il a été élu, il est président de la République. J'ai jamais contesté ça, voyons. Je veux dire qu'il y a des poches, enfin, les électeurs existent. Oui, ils existent parce qu'il y avait des électeurs de gauche avec. Les électeurs centristes tout seuls, ce n'est plus rien. On a vu Juppé, il s'est ramassé à la primaire. Le grand résultat de Juppé, c'est qu'à force de centriser l'ancien RPR, il a fait fuir les millions d'électeurs populaires du RPR. Mais Charon le sait, on l'a vécu ensemble. Je pose la question à Pasquale Monsieur Charon. avait annoncé 20 ans plus tôt, ça s'est réalisé. Monsieur Charon, vous n'avez pas voulu répondre bon débarras, mais c'est ce que vous pensez. Vous dites, oui, on est bien oui, entre moi nous. je dis bon débarras. Non, attends, je vous pose la question. Oui. Où est-ce que vous allez aller chercher les électeurs qui vont vous manquer? Vous ne pouvez pas les chercher au FN parce qu'ils vont si. dire on est déjà donné. Non. Ils marcheront pas. Ouais, alors voilà, c'est et vous ça ne tout pouvez l'enjeu. pas aller les chercher au centre parce qu'ils ont fait sécession. Donc vous êtes peut-être bien entre vous, mais c'est une impasse politique. Ils ont fait sécession à l'Assemblée nationale au sein du groupe des constructifs, pas avec nous. Le problème, c'est que les centristes sont cocus parce qu'ils pensaient que beaucoup de LR allaient rejoindre les constructifs. Ils sont venus à 11. 11. On leur avait promis 50. Donc du coup, le président de l'UDI fout le camp, Morin fout le camp, et ce sont les centristes qui sont en confiance. Mais vous avez pas avec nous. Vous avez un deuxième problème maintenant. On sait que les sondages sont fiables. Tout le monde s'intéresse aux sondages quand on s'intéresse à la vie politique. Et une des choses qui actuellement ressortent des sondages, c'est qu'un gros tiers, pas loin de la moitié, disons autour de 40% des électeurs ou des militants LR sont d'accord avec la politique de Macron. Des électeurs, pas des militants, des électeurs. Oui, mais c'est important. C'est ce que j'ai appelé la réconciliation des bourgeoisis. Mais ça, c'est quand même un élément absolument central. Deuxième question, Eric, on va peut-être pas pouvoir faire votre deuxième question, ça serait dommage, vous seriez déçus. Parce que les municipales, les gens sont très attachés à leur maire, c'est le mandat auquel ils sont le plus attachés. Charon. Et là, ça ne marchera pas, En Marche. Monsieur Charon, à part Nicolas Sarkozy, la personnalité qui manque le plus à droite. Nicolas Sarkozy. C'est Alain Juppé, François Fillon, oui, on sait, vous êtes monomaniaque, mais François Fillon. Non, moi c'est Chaban, je suis un chabaniste. Malheureusement. Wenken. Oh, ça nous rate pas. Non, c'est vrai, je ne lis pas. Vous avez la proposition ici. Jolie brochette pour vous. Un petit mot gentil pour chacun, Je pense que là, il va aller se coucher, là. Non, mais on sent qu'il vous manque un peu tous. Un mot gentil, c'est pas possible. On peut pas répondre, ils sont fermés. Non, il manque le talent de Sarkozy, on s'est gâché, là, un talent, c'est ridicule, c'est de priver de ce type-là. Bon, avec quel âge il regarde tout ça, d'ailleurs? Sarkozy lui-même. Il s'amuse beaucoup. Ah oui. Sarkozy lui-même, il s'est privé de Son lui-même. carnet de balles est plein et sa salle d'attente aussi, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens viennent le voir, viennent se faire adouber. Et même les ministres actuels du gouvernement lui téléphonent pour demander si ce qu'ils font est bien, etc. Et il est très, très apaisant dans ses propos. Il a de bonnes relations avec le président de la République et avec les ministres ex-LR qui sont partis. Donc, il a compris comment il fallait faire et je trouve que c'est très bien. Il a une autre vie, il existe une autre vie. Ah oui. On en parlait. Comme le disait Pierre Lelouch. Quand vous dites on s'est privé d'un talent, vous avez raison pour le talent de candidat. Ça, je vous accorde tout à fait. Oui. Mais comme président, ça a été une catastrophe. Il n'a pas eu de peau, il faut dire. Ça a démarré comme avec une belle crise. Oui, d'accord. Enfin, reconnaissez que... Et après, il a eu l'élégance... Il est des meilleurs candidats président, on dira, pour être poli. Non, mais moi, comme chabaniste, il a eu l'élégance de faire bouger les lignes en prenant des gens qui n'étaient pas de son camp et de les imposer à des gens qui tordaient le nez. Belle connerie. Bon, ça a été une connerie. Voilà. Mais ceux qui ont fait des bouquins sur lui, ce sont ceux qui ont été justement accueillis par Sarkozy. Exactement. C'est quand même hallucinant. Donc il ne faut pas recommencer. Merci, messieurs. Pierre Charon, on l'a vu, vous êtes connu aussi pour votre humour ravageur de tonton flingueur. Vous allez donc adorer la super semaine de Sandrine Saroche. Joie de vous voir, vous illuminez ce plateau. Allez, c'est à vous. C'est pour ça que je voulais faire plus sur le seul débat structuré. Alors avant de débuter cette chronique, j'aimerais mettre en garde nos invités. La semaine dernière, à vos places, il y avait Julien Drey. Il semblait plutôt normal, plutôt en bonne forme, la truffe humide, l'œil brillant, le poil soyeux, enfin ce qu'il en reste. Et voilà-t-il pas que ce week-end, il est parti en toupie
avec une proposition totalement insolite, taxer les géants du web, Google, Amazon, Facebook, Apple, les fameux GAFA, pour offrir à chaque Français un pactole de 50 000 € pour ses 18 ans. Moi, j'aurais dit 100 000. Voilà. Alors, c'est l'effet Zemmour et Nolot. Alors, première question, est-ce que c'est rétroactif? Parce que moi, j'en ai déjà 19. Et mes copains autour de la table, c'est pas non plus des perdants de l'année. Et deuxième question, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric? Moi, personnellement, j'ai bien envie de suivre les conseils financiers de Nabila. Investir dans les bitcoins. Tout le monde connaît le bitcoin. Hein, d'après Nabila, c'est assez bien, quoi. C'est la monnaie du futur, quoi. C'est grave en train de se développer, quoi. Alors, aussitôt, l'autorité des marchés financiers l'a mise en garde avec un tweet. Attention, Nabila. Les bitcoins, c'est dangereux, quoi. C'est vrai. Mais trop tard, le mal était fait, quoi. La bourse de Jakarta s'est effondrée, quoi. C'est ça qu'on appelle l'effet papillon, quoi. Et pourtant, l'Indonésie, c'est pas un pays de merde. En tout cas, c'était pas dans la liste de Donald Trump. Non, parce qu'au départ, Donald Trump, il a dit « Mais pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?» Il parlait d'Haïti, du Salvador et d'autres pays qui sont super. Du coup, Jack Lang était très colère. Il a tweeté « #Trump, #président de merde ». Comme quoi... Les trucs de merde, c'est contagieux. Une épidémie de gastro mondiale. Ils auraient tous pris du Lactalis, que ça m'étonnerait pas. Et tout ça a fini par retomber sur la tête de Catherine Deneuve, qui s'est pris des poubelles de merde sur la tête pour avoir signé une tribune dans Le Monde, car il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui on peut faire la méprise, qu'elle se divise, c'est les hommes qui dirigent. Alors, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est vrai que c'est la liberté de dire absolument tout ce qu'on veut. Il suffit juste de s'excuser après. Et dans l'IB. Justement, moi, j'aimerais présenter mes excuses à Éric Ciotti. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'ai affirmé qu'il avait fini sa soirée seul en boîte. Eh bien non. Eh bien non, car on l'a retrouvé en bonne compagnie avec l'ex de Nicolas Hulot, Jean Manson, pour la grande finale de Danse avec les seniors à l'Acropolis de Nice. Ah, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est un petit peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Oh, pardon, je m'excuse. Avec tout ça, on n'a pas encore parlé d'Emmanuel Maquelong, comme l'appellent les Chinois. Et qui dit Maquelong dit maquillé, car comme nous l'apprend Paris Match, il cherche une nouvelle maquilleuse, moins chère que la précédente. Bon, c'est vrai que 26 000 € pour 3 mois, ça fait un petit peu chéro, mais reconnaissez qu'elle avait fait un bon boulot. On lui proposait Coco ici. Hein. Oui, je me proposais Coco. Alors, on me demande souvent quelle est la différence entre la province et Paris. Moi, je peux parler de deux puisque j'ai connu, je viens de Toulon. Vous voyez la Côte d'Azur ? C'est juste avant. Mais revenons à Paris. Imaginez, place Vendôme, mercredi 10 janvier, 18h30, Frédéric Becbédé sirote son cocktail au bar du Ritz. Jusque-là, rien d'anormal. Jusque-là, rien d'anormal. Il est loin de s'imaginer que dans quelques secondes, 5 hommes encagoulés vont pénétrer dans le hall de l'hôtel pour y dérober 4 millions de bijoux. Pensant qu'il s'agit d'un attentat terroriste, Frédéric le Téméraire se carapate dans les toilettes. Il entend des coups de feu. Vite, il rédige son testament sur le rouleau de triple épaisseur. Je lègue 99 francs à mon frère Charles. Tandis que la police intervient. Bon, je vous la fais courte, on a tout retrouvé, les malfaiteurs, les bijoux et même Frédéric Becbédé en chaussettes, avec son testament à la main. Au même moment, dans le Puy-de-Dôme, des voleurs ont fracturé la porte d'une cave d'affinage et sont repartis avec 650 Saint-Nectaire. Pour une valeur marchande de 10 000 €. Alors, c'est vrai, c'est pas la place Vendôme, il n'y a pas eu de coup de feu, pas de bec d'Édé, mais les braqueurs, eux, courent toujours. Vous voyez où je veux en venir, hein? Comme quoi, Milaïou, mieux vaut voler du fromage dans le Puy-de-Dôme et être en liberté que voler des bijoux à Paris et se faire attraper. Hein, voilà, c'était la morale de l'histoire. Voilà, c'était ma super semaine. Merci d'avoir suivi. Merci, Sandrine. On vous retrouve à partir
ce soir ou demain soir au théâtre du Gymnase. Merci beaucoup. Vous avez vraiment une très jolie voix. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Lutter pour des belles causes, c'est déjà le chemin du bonheur. Elle est signée par le philosophe Jean Salem, qui est mort cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première.